Alors bonsoir, bienvenue à cette présentation spéciale. Merci d'être avec nous ce soir pour cette consultation publique. Ici Pascal Tremblay, je suis directeur du service des communications à la ville de Rivière-du-Loup. Ce soir, j'animerai la rencontre en distribuant les prises de parole et en m'assurant que chacune des questions du public trouve une réponse. Pour moi et les membres de mon équipe au service des communications, c'est un réel plaisir d'organiser cette consultation publique, même si son format diffère de ce que nous sommes habitués de faire. Depuis plus d'un an maintenant, on parvient à s'adapter au contexte bien particulier et aux mesures sanitaires. Comme vous le savez, c'est impossible pour le moment de tenir des événements publics où des gens sont rassemblés pour discuter. Mais rien ne nous empêche d'utiliser les moyens à notre disposition pour cheminer dans certains dossiers. C'est le cas ce soir. Plusieurs personnes participent à cette rencontre virtuelle et vous aurez l'occasion de les voir et même de les entendre pendant la soirée. Alors, j'aimerais d'emblée remercier la mairesse, Mme Sylvie Vignet, ainsi que les membres du conseil municipal qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Nous comptons également sur la présence du directeur général, M. Denis Lagacé, qui est sorti de ses vacances le temps d'une soirée pour être avec nous sur un sujet d'importance. Merci également de votre présence, M. Lagacé. Bien qu'il sera question des arbres jusqu'à la toute fin, la soirée se déroulera en deux temps. Le premier des deux sujets qui sera abordé ce soir est le projet de politique de l'arbre de la ville. Le deuxième sujet à l'ordre du jour concerne la réglementation en vigueur sur les arbres. Il y aura bien sûr des présentations qui vous seront faites de manière à bien comprendre les différents enjeux de chacun des sujets. On prévoit environ 60 à 70 minutes de présentation avant de passer à la discussion sous forme de questions et réponses, évidemment, compte tenu du format de la présentation. Je serai donc le gardien du temps. À la fin des présentations, on va prendre le temps de répondre aux questions reçues pendant la soirée. Et ce soir, votre contribution à la maison, là, à titre de citoyen, là, est vraiment importante. Alors, vous avez deux options pour vous exprimer ce soir. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel ville@ville-rdl.ca à tout moment durant la soirée. Je vais répéter l'adresse pour être bien certain que tout le monde l'ait en main. ville@ville-rdl.ca. Vous pouvez aussi utiliser la messagerie Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à la page de la ville, cherchez tout simplement Ville RDL dans l'outil de recherche Facebook pour nous trouver facilement. Pour ceux qui nous suivent déjà via Facebook, nous vous prions de bien vouloir utiliser l'outil de messagerie Messenger, c'est-à-dire la messagerie privée, plutôt que d'utiliser le fil de commentaires au bas de la vidéo. Ça va évidemment nous permettre d'assurer un meilleur suivi tout au long de la soirée sur toutes les questions qui seront posées. Pour nous, c'est très important ce soir de prendre le temps de vous écouter, mais surtout de vous répondre. Alors, n'hésitez surtout pas à intervenir. Je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui vont être invitées à prendre la parole ce soir, des experts donc qui vont apporter leur expertise, leur bagage justement sur toute la question de la gestion de l'arbre à Rivière-du-Loup. Donc, je vous les présenterai à tour de rôle au moment où ils seront invités à participer. Cependant, j'aimerais souligner aussi la présence ce soir de mes collègues Thomas Ruet-Gagné, conseiller en urbanisme, et Gérald Tremblay, directeur du service technique et de l'environnement. Ces messieurs ont participé activement à la préparation de la politique de l'arbre, le projet qui est présenté ce soir. Et ils vont demeurer disponibles à la fin pour répondre à certaines questions aux besoins. Alors, merci beaucoup, messieurs, de votre présence ce soir. À tous ceux et celles qui sont présents virtuellement via Zoom, donc l'ensemble de mes collègues rassemblés avec moi ce soir, petit rappel, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos micros pendant les présentations. Vous serez invités évidemment à les ouvrir lors de la période des questions et réponses pour participer aux échanges avec les citoyens. Alors avant d'aborder le premier sujet de la soirée, je vais céder la parole à la mairesse de Rivière-du-Loup, Mme Sylvie Vignet, pour un mot de bienvenue. Madame Vignet. Donc, merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Merci de votre présentation au départ. C'était très exhaustif et c'était parfait pour que les citoyens comprennent bien tout le contexte et les gens qui nous accompagnent ce soir. Donc, les élus qui sont présents ce soir, j'aimerais les saluer tout particulièrement. On a Monsieur Mario Bastier qui est avec nous, Monsieur Nelson Lepage, Monsieur Gérald Plourde, Monsieur André Beaulieu n'est pas là, mais il me prie de s'excuser auprès de vous
Malheureusement, là, il est aux soins palliatifs avec quelqu'un de sa famille. On l'accompagne en pensée ce soir. Et M. Steve Drapeau également qui nous accompagne. Donc, merci d'être à l'écoute ce soir. La ville de Rivière-du-Loup profite du mois de l'arbre et de la forêt pour lancer une démarche de consultation publique portant sur sa proposition de politique de l'arbre et les normes qui s'appliquent actuellement. Nous souhaitions pouvoir échanger avec vous directement sur le sujet. Nous aurions aimé le faire en personne, mais nous souhaitions plus retarder le processus, si bien qu'il a été choisi de tenir cette soirée virtuelle qui sera suivie d'une consultation par sondage. Merci d'ailleurs à MaTV de nous aider à vous rejoindre directement dans votre salon, sur notre page Facebook et sur notre site Web. Les présentations de ce soir témoignent de l'aboutissement d'un travail de fond s'étant échelonné depuis près de 2 ans et s'étant accentué depuis l'automne dernier, avec pour objectif de compiler des statistiques, effectuer des constats et proposer des axes d'intervention sur notre forêt urbaine. La consultation permettra donc de vous présenter le fruit de ce travail, nos constats, les propositions de la politique de l'arbre qui en découlent, les avantages et enjeux de son adoption, ainsi que les détails du plan d'action proposé. Les grandes lignes des normes actuelles relatives aux arbres seront aussi abordées, afin de mieux les faire connaître et également vous consulter sur celles-ci. Donc, merci d'être avec nous virtuellement et bonne soirée. Je tiens aussi à souligner, comme M. Pascal l'avait dit, merci M. Lagacé de nous accompagner ce soir. Vous êtes en vacances, vous avez préféré passer votre soirée avec nous, on l'apprécie. Donc, bonne soirée à tous et bonne consultation. Ça me fait plaisir, Mme Vignet, je suis très content. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter la portion politique de l'arbre, donc présentation de la proposition de politique de l'arbre de la soirée. Donc, la première personne à prendre la parole ce soir, c'est M. Benoît Caillé, qui est directeur du service de développement économique à la ville de Rivière-du-Loup. M. Caillé détient un baccalauréat en sciences forestières. Il a notamment œuvré chez Groupe Lebel et plus récemment chez Bioptère. On l'a avec nous depuis maintenant plus de 2 ans, si je ne m'abuse. Donc, M. Caillé a des compétences et une expertise certaine en la matière et il va nous aider là, à bien comprendre les enjeux relatifs aux arbres ici à Rivière-du-Loup. Je laisse donc M. Caillé vous expliquer, nous expliquer pourquoi la Ville doit se doter d'une politique de l'arbre et en quoi la participation de nombreux acteurs est nécessaire à sa mise en œuvre. M. Caillé. Merci Pascal. Alors, bonjour. Chers citoyens, cette réflexion qui a été mise en commun avec plusieurs services municipaux. Alors, il y a le service d'urbanisme, le service technique de l'environnement, le service du développement économique, dont le résultat répond aux enjeux du développement durable que ma collègue Marianne Gagnon va nous présenter plus tard. Lorsqu'on pense à un arbre, il faut penser à un vecteur temps. Alors, en plantant un arbre aujourd'hui, on se fait plaisir, mais dans le fond, on le fait pour la génération future. Un arbre prend beaucoup de temps à pousser. Il commence son déploiement à partir de l'âge de 25 ans. On commence à avoir une belle forme, mais c'est autour de l'âge de 60 ans qu'il est majestueux. Imaginez, il se rend à 100 ans, 150 ans. C'est vraiment un sujet extraordinaire. Nous devons être attractifs à Rivière-du-Loup. Déjà, on a une très belle ville, mais nous cherchons à attirer chez nous des citoyens qui viennent d'ailleurs pour occuper des fonctions dans nos entreprises. Et les arbres remplissent parfaitement cette fonction d'embellissement d'un milieu de vie. Les arbres sont aussi des usines à piéger, à capter le carbone. Alors, nos activités économiques font en sorte que nous générons du CO2. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, lui, par sa photosynthèse, capte ce carbone-là. Et avec les changements climatiques et aussi la bourse du carbone, on a un rôle à jouer au niveau municipal, mais au niveau collectivement. Alors, je suis content d'avoir participé à l'élaboration de cette politique de l'arbre.
Et je laisse la parole au suivant, Pascal. Oui, merci beaucoup, M. Caillé. Écoutez, on va enchaîner avec Mme Marianne Gagnon, qui va venir vous présenter les grandes lignes de la politique telle qu'elle est proposée ce soir. Marianne Gagnon est détentrice d'un baccalauréat en sciences de la Terre de l'UQAM. Elle a effectué des stages en exploration minière et en cartographie géologique avant d'obtenir une maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS. Elle s'est ensuite tournée davantage vers le volet eau et environnement des sciences de la Terre. Elle cumule une expérience de près de 10 ans en tant que consultante en environnement au sein de différentes organisations. Depuis maintenant 2 ans, elle conseille la direction générale de la ville de Rivière-du-Loup à titre de conseillère en développement durable. Je lui cède la parole. Bonjour, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter ce projet qu'on porte depuis plusieurs années maintenant, de politique de l'arbre. Brièvement, dans le fond, la présentation, on va la faire concise comme la politique qu'on propose en ce moment. Vous allez voir le déroulement. Il suit les chapitres qu'on retrouve dans la politique de l'arbre que vous trouvez déjà en ligne sur le site de la ville. Donc, on va retrouver le pourquoi d'une politique, les bienfaits de l'arbre en milieu urbain, le contexte naturel local, la situation de l'arbre à Rivière-du-Loup et finalement le plan d'action que nous proposons pour répondre aux enjeux qu'on a identifiés et à la réalité qu'on retrouve à Rivière-du-Loup. Donc, pourquoi une politique de l'arbre? La mise en bouche est déjà faite. Mon collègue, M. Caillé, l'a dit, on veut embellir la communauté. On est en compétition dans notre communauté avec de nombreuses autres villes qui se battent pour la main-d'œuvre, qui veulent attirer des gens, qui veulent présenter à leurs citoyens un milieu de vie extrêmement intéressant, unique, palpitant, dans lequel ils veulent contribuer, dans lequel ils se sentent bien. Et pour ça, pour l'arbre, pour les arbres, on veut viser, il faut voir loin parce qu'on veut viser dans 60 ans, on veut viser dans 20 ans déjà, mais dans 30, 40, 60, comme le disait M. Caillé, parce que c'est ce temps-là que ça nous prend pour que l'arbre, lui, il prenne sa pleine ampleur et il nous offre ses pleins services et bénéfices et bienfaits. Donc, pour obtenir l'environnement sain, les bénéfices esthétiques, environnementaux, économiques et sociaux qu'on veut aller chercher, il faut qu'on agisse maintenant avec de la vision, un engagement ferme et constant. Merci. Les bienfaits de l'arbre en milieu urbain. Je vais vous en parler brièvement. Ça aussi, M. Caillé vous a fait la mise en bouche, c'est correct. Mais prenons le temps de les voir. On parle de bienfaits esthétiques, de bienfaits environnementaux, économiques, sociaux. Alors, on peut débroussailler un petit peu plus ça pour voir quels sont-ils. D'abord, les bienfaits esthétiques. Qui n'apprécie pas un beau paysage mis en valeur par des arbres majestueux? Que ce soit le paysage, que ce soit une vue exceptionnelle comme on peut l'avoir à Rivière-du-Loup sur la rivière, sur le fleuve, que ce soit un bâtiment qu'on met en valeur avec ces arbres-là, on sent à quel point on est bien à regarder un arbre et c'est très agréable. Ça permet de donner de l'attrait à tous les quartiers qui en bénéficient. Donc, d'avoir une justice de l'arbre, hein, d'avoir une équité dans les arbres qui se retrouvent sur les territoires pour qu'on n'ait pas des quartiers qui soient plus dégarnis que d'autres, malheureusement, puis où on se sent moins riche de ce bienfait-là qu'on peut obtenir en termes de beauté. On peut continuer. Les bienfaits environnementaux, on en parle souvent et c'est l'argument, je dirais, le plus facile, hein, surtout pour moi qui vient beaucoup du domaine de l'environnement. On peut les revoir brièvement quand même. L'arbre, évidemment, il capte le carbone. Ça, M. Caillé l'a dit, et il renvoie de l'oxygène. Déjà, là, on est en plein cœur de la lutte au changement climatique. Outre de ça, l'arbre, un grand arbre, va permettre de bloquer le soleil en été, hein, fournir de l'ombre sur le terrain, sur les bâtiments. Et ça va permettre ça de réduire nos besoins en climatisation et d'être bien dehors au soleil. On voit de plus en plus apparaître des canicules. Ça, c'est un des moyens, le meilleur moyen
pour pouvoir pallier à ça. Et en hiver, l'arbre judicieusement placé à proximité d'une maison qui perd ses feuilles en hiver, donc on met un arbre au sud pour qu'en hiver, il perde ses feuilles et que le soleil, à ce moment-ci, peut faire profiter la maison de son rayonnement. Donc, ça va permettre de diminuer les coûts de chauffage parce qu'on va profiter de la chaleur passive que nous offre le soleil, le rayonnement solaire. Ensuite, parmi les autres bienfaits, on parle d'atténuation du son. On peut réussir à atténuer le son de près de 6 à 8 décibels. On pense que c'est peu, 6 à 8 décibels, mais n'oublions pas que les décibels, ça fonctionne sur une échelle logarithmique. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quand on veut dire 10, ça veut dire qu'on est à 2 fois ce qu'on avait avant. On est à 2 fois plus grand. Même si on passe de 30 à 40, on est à 2 fois plus de son. Donc, ça va donner une impression d'atténuation qui peut aller jusqu'à de 30 à 40 % du son si on a un écran qui est important avec différentes strates arbustives, mais aussi des arbres d'importance qui vont permettre d'atténuer, de tamponner ce son-là. Aussi, l'arbre, c'est quoi? Hein? C'est fait avec des feuilles. Ça contient des feuilles, des branches, des racines. Alors, les racines de l'arbre vont aller s'ancrer dans le sol et permettre de le stabiliser. Elles vont également puiser l'eau pour la retenir, éviter, et on travaille là-dessus. Déjà, nous, à Rivière-du-Loup, on met des infrastructures souterraines dans certaines rues pour retenir le coût d'eau qui arrive en bas de la côte et diminuer l'érosion. Mais ça, l'arbre le fait naturellement. Il va permettre de retenir une quantité d'eau et la relâcher plus tard quand il y en a moins besoin. Donc, il y a ses propres besoins, mais il y a aussi un effet local de rétention. Il y a aussi une filtration des particules dans l'air qui est important. On offre aussi des habitats aux animaux. Donc, je vous laisse explorer davantage. Au niveau des bénéfices économiques, des bienfaits économiques, on parle souvent, peut-être celui qui est le plus évident, c'est l'augmentation de la valeur des propriétés. La valeur foncière ou l'attractivité pour la vente. Hein? Cette année, on n'est pas dans la compétition tellement, les ventes, ça se fait bien. Hein? Mais dans une période de compétition ou entre deux maisons, si on a une maison qui est bien garnie, bien encadrée avec des beaux arbres, la même maison, pourtant, va se vendre plus rapidement que l'autre ou plus cher. Donc, dans les deux cas, on est dans des bénéfices économiques. Ensuite, il y a une étude intéressante qui a été faite pour les arbres urbains de Saint-Bruno-de-Montarville, dans laquelle il a été identifié que l'ensemble de la forêt urbaine elle profite aux citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville pour plus d'1 million de dollars par année. En contrepartie d'un coût d'entretien qui est largement inférieur. On est plus dans les demi-millions, puis encore, c'est en étant très élevé là, dans l'évaluation. Mais ces évaluations-là sont très intéressantes et nous aident à argumenter le fait qu'on est dans des bénéfices économiques. Mais n'oublions pas aussi, on a parlé tout à l'heure de diminuer les coûts de climatisation et chauffage. Il y a aussi l'aspect soins de santé, parce qu'on dit on diminue les îlots de chaleur, on diminue les inconforts reliés à la chaleur en été, puis on voit ça apparaître de plus en plus notamment dans les villes un petit peu plus au sud, mais on commence à le voir apparaître à Rivière-du-Loup. Donc, on a un bienfait social autant qu'économique aussi, et d'autres bienfaits sociaux tels que la diminution du stress, de l'agressivité. Il y a des études qui ont porté là-dessus, qui ont permis de déterminer que oui, on a un effet réel. Hein, peut-être qu'on l'a pressenti, mais certaines études ont pu le démontrer, puis ça, c'est intéressant de savoir. De même, on a un effet d'apaisement. Donc, c'est dans le même ordre d'idées. Oui, certaines études ont même poussé jusqu'à permettre de dire qu'on a une diminution sur le taux de criminalité avec une forêt urbaine qui est intéressante. On a aussi des attraits pour les nouveaux résidents. On en a parlé, on est en mode attractivité, embellissement, mais les nouveaux résidents voient qu'ils ont... Vous êtes un peu trop rapide là, sur les slides, mais les nouveaux résidents voient qu'il y a quelque chose qui se passe à Rivière-du-Loup. C'est beau, c'est intéressant. On a envie de passer du temps là. Avec une politique de l'arbre, on s'entend. On peut continuer. OK. Le contexte naturel du territoire. Bon, à Rivière-du-Loup, on tombe plus ici. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà
des merveilles à Rivière-du-Loup. On a une belle topographie en palier, avec des vues sur le fleuve, des vues sur la Rivière-du-Loup, donc percée virtuelle. La vue sur le fleuve, souvent, ça vient avec des vents. On est conscient que ça va. Mais là aussi, les arbres peuvent intervenir, on le sait, parce qu'ils permettent de diminuer l'impact du vent sur les terrains et sur les gens. Donc, ça fait partie des attraits, on n'avait pas mentionné plus tôt, mais également d'encadrer la vue. Donc, on sait qu'avec nos conditions, notre contexte naturel, on a déjà des super belles conditions. Il faut être conscient aussi qu'on a des sols qui sont variables et il faut savoir choisir les essences en fonction de ceux-ci. Parce que certaines essences ne vont pas être aussi appropriées dans certains sols ou dans certaines conditions de terrain. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est le contexte naturel. Maintenant, la situation de l'arbre à Rivière-du-Loup. Comme M. Caillé l'a mentionné, on a fait un bilan sur les dernières années, puis maintenant, on est retourné aux 10 dernières années sur les interventions majeures à la canopée. Je vous préviens, ça choque un peu. En fait, on fait des interventions pour ajouter, on plante, hein, on a quand même des beaux efforts de plantation réguliers depuis 10 ans et plus, depuis plus de 10 ans certainement. Mais de faire l'exercice de compilation, c'est aussi voir où est-ce qu'on en est. Donc, les jeunes arbres plantés sur les terrains publics, on parle des parcs espaces verts, on parle des bordures de rue. Bon, on en a planté à peu près 1250 sur les 10 dernières années, donc de 2011 à 2020. Les jeunes arbres qu'on donne également pour tous les acheteurs de nouvelles constructions, on en donne à chaque année. On compile sur ces 10 années-là 314 arbres. Maintenant, on a également des plantations qui sont certainement faites dans le domaine privé. Ça, ce n'est pas des données dont on a les chiffres. Ensuite, on va dans les retraits à la canopée. On a beaucoup de demandes de permis d'abattage. Hein, on compile 2149 permis d'abattage qui ont été attribués sur ces 10 dernières années-là. Et comme chaque permis d'abattage comprend souvent de nombreux arbres, on a plutôt mis les arbres dans la colonne. On est à 5203 arbres qui ont été visés par des permis d'abattage attribués dans les 10 dernières années. Donc, si on fait le calcul très rapidement, 1250 et 314 arbres plantés, on est à 1564 arbres. Et dans les retraits, on est à 5203, ce qui veut dire qu'on est en déficit de 3639 arbres. C'est très important. Et ça fait partie du constat qu'on a fait. Je n'ai pas souligné, je le fais maintenant. On n'a pas de quantification des coupes sans permis. Malheureusement, on n'exerce pas une surveillance importante sur ceux-ci. Ça fonctionne beaucoup par dénonciation, mais quand on observe des cas, on va quand même agir et donner des amendes. Également, dans les constats qu'on a faits, on a des constats qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. Hein? On parle d'expertise locale qui est quand même limitée. C'est sûr que là, on parle de perte de canopée dans le tableau que vous voyez, mais localement, est-ce qu'on a beaucoup d'horticulteurs? Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui font de l'arboriculture? On n'en a pas beaucoup. Donc, ça fait partie du constat. On a besoin d'informations. On a beaucoup de méconnaissances ou de mécompréhension sur le rôle des arbres, mais sur comment les entretenir, comment limiter ou réduire les inconforts que parfois on peut retrouver à proximité des arbres. Hein? On a observé que dans certains quartiers, malheureusement, on a un peu moins d'arbres, alors que dans d'autres, on est bien desservi par les arbres. On a remarqué, malheureusement, encore à l'automne dernier, qu'on commence à écoper de l'absence d'une stratégie pour l'entretien des arbres. Et ça fait partie des éléments qu'on veut adresser, pour le terme, dans cette politique-là. On a également, et finalement, remarqué qu'on a une certaine diversité, mais que certaines essences sont très abondantes, ce qui nous rend plus vulnérables à certains invasifs, tels que la grille, dont on a entendu parler récemment. Vous allez voir dans la politique, on a près de plus de 500 frênes qui sont malheureusement maintenant exposés à la grille du frêne et qu'on va devoir procéder à des coupes et ensuite des remplacements pour permettre de regarnir les terrains qui vont être dégarnis. Tout ça nous amène à un plan d'action.
On a vu les constats, ils sont durs, mais on est capable de se mettre ensemble pour faire un plan d'action. On vous propose aujourd'hui un plan d'action selon 4 axes d'intervention. Le premier, connaître notre forêt urbaine. On veut l'utiliser comme une infrastructure. Hein? On devrait la connaître de la même façon qu'on connaît toutes nos bornes fontaines et tous nos égouts, les endroits où on doit intervenir quand il y a des bris, l'état des choses, hein? Savoir est-ce que nos arbres ont besoin d'entretien. Donc ça, c'est la base de pouvoir améliorer, augmenter notre forêt urbaine et aller tirer les bénéfices qu'on veut tirer de cette forêt-là. Donc, cette connaissance-là, ça passe essentiellement par l'inventaire, par la connaissance des âges de la forêt qui est disponible sur le territoire, par aussi une connaissance des menaces à celle-ci. Hein, quels sont les invasifs qui pourraient survenir et qui font qu'on pourrait perdre certains arbres, comme c'est le cas du frêne. Maintenant, le deuxième axe, c'est d'augmenter la forêt urbaine. Plus précisément, on parle de protéger, parce qu'on a notre capital déjà, alors on veut le protéger le plus possible pour pouvoir augmenter ensuite, faire revenir la balance dans le positif. Hein, notre bilan, on veut qu'il devienne positif pour que les citoyens, tous ensemble, on puisse tirer tous les bienfaits qu'on peut obtenir des arbres. Donc, pour ça, c'est les protéger, ceux qui sont déjà en place. C'est aussi pour adopter des mesures pour augmenter cette canopée-là, donc planter, donc avoir des mesures qui permettent d'entretenir, d'identifier les problématiques, les maladies ou les arbres qui ont besoin de soins, hein, que ce soit une petite coupe curative, enlever les éléments qui font que l'arbre prospère moins bien. On veut également être stratégique dans cette augmentation de la forêt urbaine. Donc, essayer de viser également des endroits où est-ce que les arbres permettraient de réduire certains inconforts. Hein. Parfois, des zones tampons sont nécessaires entre différents usages sur le territoire et l'arbre peut contribuer à ça. Donc, ça fait partie de tout l'aspect augmenter et faire prospérer la forêt urbaine. Ensuite, on voudrait développer une économie de l'arbre. Hein? C'est soin à l'arbre qu'on va devoir faire, de planter d'abord, mais ensuite de faire des entretiens, de faire des inventaires et différentes interventions de sensibilisation aussi font faire appel à différentes organisations, que ce soit des spécialistes en horticulture, des arboriculteurs, sylviculteurs, élagueurs, ou bien des organismes en sensibilisation ou des organismes qui cherchent à diversifier leurs entrées financières et qui pourraient contribuer à cette économie de l'arbre-là d'une façon ou d'une autre. Alors, aussi, profiter de cette lancée qu'on se donne, de cette vision qu'on se donne pour aller chercher des opportunités, hein, des opportunités du côté du marché carbone. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir de ce côté-là en faisant des efforts significatifs? Voilà, j'en suis là. Maintenant, sensibiliser et éduquer. On a besoin de mieux connaître, on l'a souligné, il y a des inconforts avec lesquels on ne sait pas quoi faire. Donc, on a besoin d'apprendre plus sur l'arbre, de savoir où l'installer, quel arbre va à quel endroit, parce que non, tout arbre n'est pas bon partout. Hein? Comme le dit un de mes collègues qui a parlé plus tôt, le bon arbre au bon endroit, c'est ce qu'on veut. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas penser qu'on fait juste planter, mais on peut planter, il faut planter. Mais il faut apprendre à être judicieux dans notre façon de faire. Il faut apprendre à connaître parce que c'est un investissement qu'on fait pour nous, pour le futur aussi. Alors, maintenant, ça va plus vite que prévu. Maintenant, j'espère que vous êtes intéressés, convaincus, que vous allez aller consulter la politique de l'arbre qu'on vous propose ce soir. Et avant de terminer, j'ai 2 choses à vous dire. D'abord, pendant qu'il est temps, il y a une distribution au Carré du B demain, pas demain, samedi matin. Et il est encore possible ce soir de s'inscrire pour la distribution de plans qui se passe en livraison à domicile aussi demain. Vous trouverez les informations sur le site web de la ville. Et finalement, on a parlé du constat qu'on a fait tout à l'heure et des enjeux de la situation de l'arbre à Rivière-du-Loup. Mais parmi ceux-ci, le plus important,
c'était le bilan qui est à la baisse, hein, qui est en régression constante depuis plus de 10 ans. Et pour ça, les mesures qu'on doit appliquer sont pas évidentes. Elles interviennent jusque dans notre cours et c'est pas toujours facile pour tout le monde, surtout si on les comprend mal. Alors, le prochain intervenant, en fait, il va être présenté, mais va vous amener le sujet des normes qu'on utilise en ce moment. Parce que ces normes-là font partie d'une vision qui essaie déjà de s'implanter à Rivière-du-Loup. Et aujourd'hui, on vous propose la politique de l'arbre. Et dans ce contexte-là, on ne verra peut-être pas de la même façon les dispositions qu'on a prises pour essayer de protéger notre forêt urbaine. Alors, je vous invite à écouter mon collègue. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon, pour votre présentation. Très intéressant. Écoutez, une petite remarque, là, Mme Gagnon rappelait en fait qu'il va y avoir distribution d'arbres ce samedi, en avant-midi, ainsi que demain matin. Donc, vous pouvez toujours, même pour la distribution de demain matin, vous inscrire à partir du site web de la Ville dans la section Mes loisirs en ligne que vous allez retrouver dans le menu Services du site web de la Ville à villerdl.ca. C'est bien important de s'inscrire d'abord, étant donné les mesures sanitaires en place. On veut s'assurer d'avoir assez d'arbres pour tout le monde au moment où les distributions vont se faire. Donc, demain matin, ainsi que samedi avant-midi, vous vous inscrivez à Mes loisirs en ligne sur le site de la Ville à villerdl.ca. Aussi, j'aimerais peut-être faire une petite précision, vous poser une question d'emblée, Mme Gagnon. À quelques reprises dans votre présentation, pour être certain que tout le monde comprenne bien, on a utilisé le mot canopée. Je voulais peut-être qu'on puisse préciser ce terme-là, savoir est-ce que c'est l'ensemble de la couverture végétale en ville ou si ça fait... bref, qu'est-ce que c'est au bénéfice de tout le monde, la canopée? Oui, la canopée, peut-être que William serait meilleur que moi, mais pardon. Mais la canopée, dans le fond, c'est le parapluie, là. C'est le parasol que forme tout l'ensemble du feuillage et des branches par rapport au sol. Donc, et là, quand on parle de la canopée, c'est l'ensemble pour tous les arbres sur le territoire de la ville. Parfait. Merci beaucoup de la précision. Alors, j'imagine que c'est clair pour tout le monde maintenant. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour rappeler aux gens à la maison, peut-être ceux qui viennent de se joindre à nous, là, que vous pouvez adresser vos questions, même faire des commentaires ce soir sur le projet de politique de l'arbre qui est présenté et sur, évidemment, toute la question de la réglementation relative à l'arbre qui sera présentée un petit peu plus tard. Pour ce faire, vous nous écrivez par courriel à l'adresse ville@villerdl.ca. Je répète l'adresse ville@villerdl.ca ou vous pouvez nous joindre via la messagerie Messenger de Facebook, donc par messagerie privée à partir de la page Facebook de la Ville de Rivière-du-Loup. On va maintenant poursuivre la présentation de ce soir avec M. William Grenier, qui est gestionnaire de projet à la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent. M. Grenier est actuellement consultant en foresterie urbaine et inspecteur des coupes d'arbres pour la Ville de Rivière-du-Loup. Il détient un diplôme de technicien en écologie appliquée ainsi qu'un certificat en horticulture et gestion d'espaces verts. Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Association des responsables d'espaces verts du Québec. La présentation de M. Grenier portera sur les normes actuelles relatives aux arbres. Alors, je lui cède tout de suite la parole, M. Grenier. Oui, merci, M. Tremblay. Donc, on va voir en fait ce soir brièvement, là, pendant une vingtaine de minutes, je vais vous expliquer un peu les règlements actuels des normes relatives aux arbres. Avant de débuter puis de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit survol de quelques définitions qui sont quand même importantes là, à comprendre pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde dès le départ. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des diapositives qui vont se dérouler, là, je ne les vois pas, mais ce n'est pas grave. Donc, définition, c'est assez simple. Un arbre, c'est quoi? En fait, un arbre, c'est un végétal ligneux. Ligneux, en fait, c'est simplement que le végétal va faire du bois, si on veut. Donc, c'est un végétal ligneux avec un tronc unique qui, à maturité, va dépasser 7 mètres. Pour certains d'entre vous, 7 mètres, ça ne dit pas grand-chose, donc aux alentours de 23 pieds.
Donc, il faut que ce végétal-là dépasse le 7 mètres ou le 23 pieds pour qu'il soit qualifié comme un arbre. Évidemment, ce n'est pas à la plantation, c'est lorsqu'il sera mature. Donc, dans les livres, on peut avoir ces informations-là rapidement. Donc, on peut parler de tilleul, d'érable, de bouleau, de frêne, d'épinette. Donc, ça, c'est considéré comme des arbres. Maintenant, un arbrisseau, c'est quoi? En fait, un arbrisseau, c'est très similaire à l'arbre, c'est-à-dire que c'est un végétal ligneux qui fait du bois avec un tronc unique. Ça peut arriver des fois, par contre, qu'il y en a qui fait plus qu'un tronc. Majoritairement, ça va en faire un et qui, à maturité, va être inférieur à 7 mètres. Donc là, on va parler beaucoup des arbres fruitiers. Donc souvent, les pommiers, les poiriers atteindront pas, les cerisiers atteindront pas nécessairement le 7 mètres. Il y a certains érables, comme l'érable de la Mure qu'il y a dans la côte Saint-Pierre. Ça en est aussi. Des aubépines. Donc ça, c'est vraiment classé comme des arbrisseaux. Maintenant, pour ce qui est de l'arbuste, c'est quoi? Parce qu'il peut y avoir des très, très gros arbustes. Un arbuste, dans le fond, c'est encore un végétal ligneux qui fait du bois, mais dont le développement n'implique pas nécessairement un seul tronc, mais plutôt différents troncs, ce qu'on appelle un multitige. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de tiges qui vont partir du sol. Donc, les arbustes, on peut parler du lilas, de la mélanchier, du sureau, du caragana. Après ça, les gens en ont plein à la maison, souvent ce qui est horticole, là, comme des physocarpes, ces choses-là. Donc, ça rentre vraiment dans les arbustes. Donc, la réglementation touche pas les arbustes, mais va toucher les arbres principalement. Et dernière petite définition avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi un abattage? En fait, l'abattage, c'est une opération, peu importe de quelle nature, mais qui consiste à enlever 50% ou plus de la cime ou des branches ou 50% et plus des racines. Donc, dès qu'on atteint ce seuil-là, pour la ville, c'est considéré comme un abattage. Même si on se dit, oui, mais il fait encore des feuilles, oui, mais la taille a été tellement drastique que l'impact est majeur sur l'arbre. Donc, c'est une question de temps avant que l'arbre commence à dépérir. Donc, dès qu'on atteint le 50%, c'est considéré comme un abattage. Et évidemment, lorsqu'on fait un trétis puis on couche l'arbre à terre, vous comprendrez, c'est un abattage. Donc, abattage des arbres. De quelle façon la ville va émettre un permis? En fait, pour que la ville émette un permis, le citoyen va faire une demande au service d'urbanisme comme pour n'importe quel permis. Puis nous, on va se déplacer, on va aller chez les gens, on va prendre rendez-vous, on va aller chez les gens, puis on va regarder les arbres. Pour pouvoir donner un permis, il faut qu'ils répondent à certaines conditions. Donc, une fois arrivé chez le citoyen, il va nous faire part de son arbre qui est à abattre. Donc, nous, on va vérifier avant, est-ce que l'arbre fait 10 cm de diamètre de tronc à 10 cm du sol? Bon, pour certains, on va y aller en pouces, donc c'est 4 pouces de diamètre à 4 pouces de hauteur du sol. Donc, c'est le début de l'inspection va se faire lorsqu'on va constater que l'arbre a cette dimension minimum-là. En bas de ça, qu'est-ce qui arrive? En fait, en bas de ça, la ville ne le gère pas. Donc, s'il y a moins de 10 cm à 10 cm du sol, que le citoyen décide de s'en départir, de s'en débarrasser, de le couper pour quelque raison que ce soit, il ne fait pas partie du règlement, du présent règlement. Donc, le 10 cm à 10 cm est très important. Par la suite, on va faire l'évaluation de l'arbre. Et il y a certaines conditions qui vont évidemment mener à un permis d'abattage. Si l'arbre est mort, évidemment, si l'arbre est malade ou atteint d'une maladie incurable. Des fois, il y a des arbres qui vont avoir un peu de carie, donc un peu de pourriture dans une branche, mais le reste de l'arbre est encore en parfaite santé. Dans ces cas-là, on va proposer tout simplement de faire un élagage pour pouvoir conserver l'arbre. Mais si l'arbre est atteint d'une maladie incurable, dans ce cas-là, évidemment, on va émettre le permis. Évidemment, si l'arbre est dangereux, on ne conservera pas un arbre qui présente des risques trop élevés pour la sécurité des gens. Donc, dans ces cas-là, évidemment, le permis d'abattage sera émis.
Nuisance pour la croissance d'autres arbres. En fait, si l'arbre, on voit qu'il a peu d'avenir et qui est en train de nuire à la croissance d'autres arbres intéressants qui vont avoir un avenir plus certain, ben, dans ces cas-là, on pourrait évidemment permettre l'abattage. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un peuplier qui ne vit pas très vieux, un peuplier baumier qui a une espérance de vie à peu près une quarantaine d'années, mais qui empêche, je ne sais pas, un érable à sucre ou un beau chêne de croître puis d'avoir une belle structure, tout ça, bien évidemment, on pourrait permettre d'abattre le peuplier pour favoriser l'arbre en dessous, l'érable, le chêne, peu importe. Évidemment, si l'arbre cause des préjudices à la propriété publique ou privée et qu'il n'y a pas d'alternative, meilleur exemple, vous avez un arbre dont les branches vont toucher, je ne sais pas, vont être très près d'un transformateur. Mais c'est sûr que dans ces cas-là, ça peut évidemment devenir problématique. Donc, s'il n'y a pas d'alternative, si l'élagage n'est pas une solution, mais l'arbre est vraiment trop pris dans les fils, ben dans ces cas-là, évidemment, on va émettre le permis. La même chose pour la propriété publique privée, c'est-à-dire l'arbre pousse directement sous la toiture. On l'a déjà vu là, sous le débordement de toiture. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas élaguer l'arbre. Il n'y a pas d'avenir là. Donc, dans ces cas-là, évidemment, l'abattage sera autorisé. Par la suite, évidemment, il y a certaines espèces restreintes. Donc, par exemple, le saule arborescent, donc les gros saules, c'est des arbres, il y a une liste là, que vous pourrez retrouver dans le règlement. Il y a certains arbres, évidemment, que si ces arbres-là causent des bris, ben, on va les autoriser un peu d'emblée. Donc, mais pour ça, il faut qu'ils causent des bris. On ne fait pas abattre un saule dans un fond de terrain qui ne brise absolument rien, là. Mais si le saule est trop près d'une maison puis qu'il brise, je sais pas, le drain de fondation ou ces choses-là, bien évidemment, dans ces cas-là, on donnerait le permis d'abattage. Obstacle à la construction ou à l'entretien d'un réseau. Donc, il y a un réseau à entretenir. Le plus bel exemple, c'est si la ville a à changer une parcelle d'égout, une section d'égout, d'aqueduc. Bien, c'est sûr que là, l'arbre, s'il est trop près du milieu d'excavation, va nuire aux travaux. Mais évidemment, dans ces cas-là, le permis d'abattage sera autorisé. Si l'arbre fait obstacle à la construction ou à la réalisation de travaux autorisés. Donc, si au service d'urbanisme, quelqu'un qui veut construire sa maison, puis à l'emplacement de sa maison, il y a des arbres, bien, c'est sûr que on va donner le permis d'abattage, mais il va avoir de toute façon l'émission d'un permis pour la construction de la maison. Donc, suite à ça, bien, évidemment, on va donner les permis d'abattage nécessaires pour pouvoir réaliser la construction qui a déjà été autorisé par le même service. Conifères en cours avant, moi, je tiens à faire une petite bémol, là. Il est inscrit, c'est pas tous les conifères en cours avant. En fait, ce qu'on fait, c'est que on sait que les cours avant, souvent, c'est l'endroit l'hiver où les gens mettent la neige. On est dans un pays nordique. Souvent, bon, les gens vont élaguer un peu un conifère. Il y en a qui, parce que le conifère n'est pas assez haut ou le terrain est trop petit, ben, c'est pas comme un feuillu où on va essayer de dégager un beau grand tronc, puis on va profiter de cette canopée-là. Le résineux est plutôt à l'effet inverse. Il y a plus une forme pyramidale, donc le plus large est à la base. Donc, dans ce cas-ci, si le conifère, avec la photo aérienne, si on constate qu'en mesurant, le conifère occupe plus de 30% de la superficie du bout de terrain où il est planté, donc si vous êtes en cours avant, on mesure la superficie de pelouse où il est planté, et si le conifère fait plus de 30% de cette superficie-là, bien, dans ces cas-là, on va donner justement l'autorisation d'abattre le conifère par manque d'espace. Puis ça, on le comprend. Et vous voyez le dernier point, frêne. Depuis quelques années, 3 ans déjà, on autorise l'abattage des frênes, comme Mme Gagnon l'a mentionné tantôt. Là, on parlait de la grille du frêne qui s'en vient. Vous n'avez peut-être entendu parler. Donc, pour ce qui est des frênes, ben, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de raison autre que ça soit un frêne. Évidemment, dans les cas où les gens ont un frêne, ils appellent quand même, c'est donné, mais ils doivent quand même obtenir le permis. Puis dans ces cas-là, on va les rencontrer, puis on leur explique en détail là, la grille, qu'est-ce qu'elle fait au frein. Puis dans ces cas-là, bien évidemment, on va donner les permis par la suite.
À noter que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un arbre de moins de 10 cm de tronc à 10 cm de haut, donc à 4 pouces pour 4 pouces, ça ne nécessite pas l'obtention d'un permis d'abattage. Par contre, lorsque vous êtes en forte pente, donc quelqu'un qui a des arbres de moins de 10 cm, mais dans une forte pente, donc plus de 30 %, donc quelqu'un qui a un talus très à pic derrière son terrain, dans ces cas-là, peu importe la dimension de l'arbre, dès que l'arbre pousse, il est considéré comme un arbre. Donc, même si votre arbre fait 1 cm ou 1 pouce de diamètre, il est quand même considéré comme un arbre. Le pourquoi, c'est simple, c'est que dans les dans les zones en forte pente, l'arbre a un rôle très important avec son système racinaire de retenir le sol. Donc, le but, c'est évidemment d'en couper le moins possible pour avoir une meilleure rétention du sol possible. Donc, c'est la petite note pour les zones en forte pente. Rapidement, je vais vous parler un peu de taille et d'émondage, qui est un volet qui est quand même assez court dans la réglementation, mais qui est drôlement importante. Donc, au niveau de la taille, toute taille d'arbre doit être effectuée en considération de la coupe directionnelle et du tire-sève avec une technique d'élagage sans nuisance à la santé de l'arbre. Il y a beaucoup de termes techniques là-dedans. En fait, lorsqu'on parle de coupe directionnelle, c'est qu'un arbre, comme vous le voyez, par exemple, dans l'image avec la corde à linge, vous avez 2 branches, une qui s'en va vers la corde à linge et une autre plus basse qui s'en va vers la droite. Donc, une coupe directionnelle, c'est qu'on peut sélectionner de quelle façon on veut que la branche pousse. Donc, on va venir, vous voyez le trait, on vient couper, si on veut, une partie de la branche qui s'en va, qui va nuire, si on veut, à la corde à linge pour favoriser une branche qui s'en éloigne. Ça, c'est ce qu'on appelle coupe directionnelle. Donc, on peut le faire pour éloigner une branche d'un bâtiment, on peut le faire pour éloigner une branche au-dessus d'un stationnement. Donc, il y a vraiment toutes sortes de raisons pour laquelle on peut le faire. Le tire-sève, c'est qu'en fait, ce qu'on veut pas, c'est que la sève arrive à un bout carré. Donc, il faut que la sève finisse à une feuille. Donc, c'est ce qu'on appelle un tire-sève. Donc, encore là, vous avez d'autres, l'image du centre, vous voyez, donc, on coupe le trait vraiment pour sectionner une partie, mais pas au carré, pour la sectionner comme il faut, pour que la sève puisse être utilisée par les feuilles d'une branche à proximité. Donc, c'est le type de taille qu'on demande qu'il soit fait au niveau des arbres. Donc, c'est le type de taille aussi qui vont avoir le moins de répercussions négatives au niveau de l'arbre. Par la suite, un arbre peut être éteinté, gros bémol, s'il représente un danger pour la sécurité publique, si cette intervention est jugée comme la seule possible. Ça, c'est la prochaine diapositive. Merci. Donc, un arbre peut être éteinté seulement dans une condition particulière, si ici il représente un danger pour la sécurité publique et si on ne peut pas faire autrement. Je vous donne un exemple. Vous avez un arbre qui pousse très près des fils haute tension. Bien, c'est sûr que dans ces cas-là, même Hydro-Québec va le faire pour vous. Ils vont venir étêter ou ils vont venir couper de façon très drastique, si on veut, la tête de l'arbre pour éviter que ces fils, que ces branches-là touchent à des fils et occasionnent des incendies ou des pannes électriques ou quoi que ce soit. Par contre, dans ces cas-là, ce qui est important, si vous pensez que vous avez un cas comme ça, vous devez obligatoirement en informer le service de l'urbaniste, donc faire une demande de permis. À ce moment-là, un inspecteur va se déplacer à votre domicile et va faire l'évaluation à savoir si effectivement c'est la seule intervention possible. Et pour faire ce type d'intervention-là, vous avez besoin d'un permis. Donc, taille en boule, c'est considéré comme une forme d'étêtage, donc c'est proscrit. Dès qu'on vient restreindre une hauteur en taillant drastiquement, c'est ce qui est considéré comme un étêtage. Par la suite, on va voir rapidement, je vous parlais tout à l'heure des conséquences des mauvaises tailles. Donc, vous avez une photo, si on veut. Donc, on a un érable ici qui a été taillé de façon assez drastique. On voit les nombreuses branches après ça qui sont reparties. Donc, évidemment, lorsqu'on fait des mauvaises tailles, on crée énormément de blessures. On va
l'arbre va aussi réagir en créant des branches adventives, donc ce que certains appellent aussi des gourmands. Donc, il va faire des branches de façon aléatoire un peu partout. Donc, pas des branches avec une structure solide, des branches avec une structure très faible qui résistent très mal aux grands vents, aux tempêtes, au verglas, à de la neige précoce s'il y a encore des feuilles dans l'arbre. Donc, quand les branches sont petites, ça va, mais lorsque les branches atteignent à une certaine hauteur, 4, 5, 6 cm, puis qu'elles casse, ben c'est sûr que ça peut faire des dommages s'il y a des véhicules, s'il y a un gazebo en dessous. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des bonnes tailles. Lorsque les tailles sont faites de façon inappropriée, dans le petit schéma à droite, vous l'avez, si elles sont faites de façon inappropriée avec les deux petites images du bas, vous voyez l'arbre va tout simplement réagir en faisant une multitude de petites tiges adventives. Par la suite, évidemment, ça peut avoir des conséquences quand même assez déplorables. Donc, l'arbre, souvent, on va faire ce type de taille-là parce qu'on considère que notre arbre est trop gros. Malheureusement, c'est un peu le signal inverse qu'on envoie à l'arbre, c'est-à-dire qu'en le taillant de façon drastique ou en effectuant des mauvaises tailles, on envoie le signal à l'arbre qu'on veut qu'il croît plus rapidement. Donc, des fois, les gens vont étêter ou vont faire ce type de taille-là très drastique. Puis 2-3 ans plus tard, l'arbre est déjà devenu plus gros que ce qui était avant, ce qui n'était pas, dans le fond, le but recherché lors de la taille première. Là. Donc, évidemment, il va avoir une structure beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile aux conditions climatiques, puis l'espérance de vie va être réduite par les nombreuses blessures que ça va occasionner. Donc, plus il y a de blessures non refermées, plus on a de portes d'entrée pour les champignons, les insectes, les différents parasites qui pourraient l'attaquer. Donc, à la prochaine diapositive, on voit, c'est ça, il y a une cicatrisation inexistante lorsque la taille est mal faite, porte d'entrée pour les champignons, les insectes, un stress accru, parce que malgré tout, l'humain peut être stressé, l'arbre aussi peut être stressé de différentes façons, par manque de lumière, par manque d'eau, par manque de nutriments, mais ça peut être aussi par des tailles excessives. Et évidemment, ça les rend plus sensibles, eux aussi, aux virus, pas à la COVID, par exemple, mais à certains virus et à certaines bactéries. Donc, c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Maintenant, on va parler de la plantation. En fait, le règlement stipule 2 grands items, si on veut, sur la plantation. Le premier, c'est au niveau des cours avant. Donc, le long d'une rue, donc vous tracez une ligne imaginaire avec votre mur de maison là, qui fait de bord en bord de votre terrain. Donc, tout ce qui est entre la rue et cette ligne-là est considéré comme la cour avant. Donc, si votre cour avant fait plus de 3 mètres, pas nécessairement de la rue, mais de l'emprise municipale, le règlement, ce qu'il demande, c'est d'avoir un arbre en cour avant. Donc, c'est sûr que si les cours avant sont plus restreintes, sont plus petites que 3 mètres, là, c'est pas des cours avant suffisamment grandes pour peut-être avoir un arbre. Il y en a qui en ont quand même, mais disons que la ville ne l'oblige pas parce que c'est quand même des terrains beaucoup plus restreints. Si le bâtiment est de 3 logements ou plus, donc si vous avez un bloc appartement, par exemple, donc dans ces cas-ci, la ville demande d'avoir 2 arbres en cour avant obligatoires. Donc, il y a certains bâtiments en ville, là, sur la rue des Cerisiers, entre autres, on le voit, ils ont vraiment 2 arbres en cour avant. Donc, c'est des logements de beaucoup plus que des bâtiments de beaucoup plus que 3 logements. Évidemment, on a des fils électriques. Les fils électriques, pour certains secteurs, se situent en cour arrière. Pour la majorité, se situent en cour avant. Donc, c'est sûr que s'il y a présence de fils électriques, que votre cour avant fait un peu plus de 3 mètres, mais tout juste, puis qu'on n'est pas capable de respecter des distances de dégagement, là, dans ces cas-là, l'inspecteur, lors de la visite, pourra vous autoriser, dans le fond, le remplacement de l'arbre par un arbrisseau, donc un arbre de petit format, donc moins de 7 mètres. Puis pour ce qui est des distances de dégagement, en fait, comme on parle de fil électrique, Hydro-Québec a déjà mis à la disposition des gens des normes qui ont pour les distances entre certains types d'arbres et les fils électriques, justement pour éviter d'avoir à faire des tailles répétitives qui endommagent l'arbre. Donc ça, il y a vraiment des livres. Le site Internet d'Hydro-Québec aussi vous permet de voir c'est quoi ces distances-là. Donc, dans des cas particuliers, évidemment, on peut remplacer l'arbre par un arbrisseau.
Maintenant, la deuxième section de cette partie de règlement-là pour ce qui est de la plantation, c'est au niveau du terrain total. Donc, il y a un minimum d'arbres à avoir sur le terrain. Donc, tout terrain construit, ce que le règlement dit, c'est que tout terrain construit doit être garni au minimum d'un arbre par 300 mètres carrés de superficie brute. Donc, quelqu'un qui a un terrain, puis on vous a donné quelques exemples là, parce que cette petite phrase-là peut être un peu complexe à comprendre. Donc, quelqu'un qui a un terrain qui se situe entre 300 à 599,9 mètres carrés doit avoir un arbre sur son terrain. Donc, c'est le minimum que la ville demande d'avoir aux propriétaires de ce terrain-là. Évidemment, ben, dans ces cas-là, s'il y a plus de 3 mètres de cour avant, son arbre devra se situer à l'avant. Par contre, il n'y a aucune interdiction à ce que la personne ait un deuxième ou un troisième arbre. Donc, c'est vraiment le seuil minimum à avoir. Donc, si on va avec un terrain un peu plus grand, de 600 mètres à presque 900, ben là, on parle de 2 arbres. Et là, à 900, on vient de changer encore une tranche de 300 mètres. Donc là, on rajoute un troisième arbre et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui a un terrain de 1200 mètres carrés, ben là, vous comprendrez, on est rendu à 4 arbres, ce qui est le minimum à avoir là, sur le terrain. Et toujours en considérant que le citoyen doit en avoir un dans sa cour avant. Je tiens seulement, par contre, à préciser, je ne sais pas s'il était dans la diapositive, là, j'ai pas. C'est que si la personne reste sur un coin de rue, par exemple, bien, c'est sur un coin de rue, il y a 2 cours avant. Donc, s'il y a 2 arbres à avoir sur ce terrain-là, bien, il devra avoir un arbre sur chacune des cours avant. Donc, c'est ça. Donc, moi, ça fait le tour pour les grandes lignes du règlement. Évidemment, il y a des petits détails qui sont à valider par vous là, au niveau du règlement en tant que tel. Là. Mais de façon générale, ça explique quand même assez bien le règlement actuel des normes relatives aux arbres de la Ville de Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, M. Grenier, pour cette présentation sur la réglementation en vigueur actuellement. La période de présentation, je voulais préciser avant d'aborder la question, c'est-à-dire avant de tomber justement dans les questions qu'on a reçues, on a déjà reçu plusieurs questions. En fait, c'est ça, je vais rappeler pour les gens de la maison comment nous joindre pour poser des questions, faire des commentaires. Peut-être rappeler aussi l'objectif ce soir de la soirée pour ceux qui se sont joints un petit peu plus tard. Donc, on a abordé précédemment le projet de proposition de politique de l'arbre. La Ville de Rivière-du-Loup veut se doter d'une première politique de l'arbre pour mieux gérer, planifier dans le temps la ressource en arbres sur le territoire de la ville. Et pour ça, on a besoin des citoyens, on a besoin de connaître votre avis. C'est ce document-là, qui est un document donc de consultation, déjà disponible dans le site Internet de la Ville de Rivière-du-Loup. Alors, vous allez trouver ça au villerdl.ca. Et vous y accédez à partir du menu, attendez-moi un petit peu, à partir du menu Ville, dans la page Présentation publique. Donc, vous allez trouver tous les documents qui ont été, en fait, les présentations qui ont été faites ce soir et le document là, de politique, de proposition de politique de l'arbre. On a aussi vu, on vient de le voir avec M. Grenier, différentes réglementations qui est actuellement en vigueur à la Ville. Donc, toute cette mise en contexte-là pour avoir une discussion avec vous, avoir une discussion avec les citoyens de Rivière-du-Loup sur est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Quelles sont vos impressions quand vous entendez ça? Probablement que vous avez entendu des choses qui vous ont probablement questionné, que vous ne saviez pas ou que vous trouviez intéressantes ou que vous aimeriez améliorer. C'est le temps, c'est le moment de le faire. C'est pour ça qu'on fait cette soirée-là. Donc, autant sur la portion réglementation, ce qui est en vigueur actuellement, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer, modifier, et en même temps sur la politique de l'arbre, dans quelle direction la Ville de Rivière-du-Loup devrait aller selon vous. Donc, je redonne les coordonnées pour nous joindre ce soir et par la suite, je commencerai à prendre quelques questions pour les intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc, vous nous joignez par courriel à l'adresse
ville@ville-rdl.ca. Je répète, ville@ville-rdl.ca. Vous pouvez aussi nous joindre via la page Facebook de la Ville de Rivière-du-Loup en utilisant de préférence l'outil de messagerie privée, c'est-à-dire l'outil Messenger de Facebook, pour garantir un meilleur suivi dans les questions qui nous sont posées. Alors écoutez, j'entame tout de suite la période de discussion avec une première question qui nous a été posée. Et là, je ne sais pas qui d'entre vous pourrait y répondre, mais on aimerait savoir les essences d'arbres, les sortes d'arbres qu'on ne peut pas planter à l'heure actuelle sur le territoire de la ville. Quelles sont-elles? Je vais y aller. En fait, les restrictions actuellement, on parle de l'érable argenté, l'érable à giguère, l'orme chinois, l'orme d'Amérique et tout ce qui est peuplier et saule arborescent, évidemment. Donc, il y a des gens qui ont des arbustes, là, inquiétez-vous pas, ceux-là, il n'y a aucun problème. Et peut-être pour préciser, est-ce qu'il y a des raisons en particulier qui mènent à l'interdiction de la plantation de ces types d'arbres-là? Vous avez mentionné l'orme, peut-être on s'imagine qu'il peut y avoir des maladies reliées à ça, ou même chose avec le frêne. Principalement, c'est quand même pour plusieurs de ces arbres-là, des arbres qui ont quand même des bons systèmes racinaires. Il ne faut pas se le cacher. Par contre, actuellement, c'est ce qui est dans le règlement. Il y a plusieurs villes qui tendent à les enlever parce qu'il y a eu une époque où c'était les arbres qu'on plantait en ville, puis on s'est rendu compte à un moment donné, oui, c'est des arbres qu'on a des problèmes, mais c'était un peu les seuls arbres qui étaient plantés à une certaine époque. Donc, c'est sûr qu'on aurait planté autre chose, on aurait eu des problèmes avec d'autres arbres, mais reste que c'est quand même des arbres qui ont des systèmes racinaires plus étendu, plus envahissant un petit peu, donc c'est probablement une des raisons majeures. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux matériaux d'égout, tout ça, d'aqueduc, beaucoup moins d'infiltration, moins de fissures dans ces conduites-là qu'une fissure de grès, c'est sûr que c'est plus fragile que un tuyau de grès est plus fragile que les tuyaux d'aujourd'hui, là. Mais c'est ça. Donc, c'était probablement pour ces raisons-là qui avaient été mis là à l'époque. Parfait, merci. Deuxième question qui est entrée dans la boîte courriel de la Ville. Donc, la personne regardait les chiffres qui ont été présentés ce soir par rapport aux arbres qui ont été plantés, ceux qui ont été coupés, etc. On aimerait avoir un petit peu plus de précision, là, à savoir est-ce que ces données-là qui ont été présentées contiennent l'ensemble des arbres sur le territoire, c'est-à-dire est-ce que c'est, par exemple, les terrains qui appartiennent à la ville? Est-ce que ce sont des données qui comprennent aussi des propriétés privées sur la base de renseignements qu'on peut avoir de la part des propriétaires ou non? Bref, peut-être repréciser les données, les remettre dans leur contexte. Qu'est-ce que ça comprend? Et bref, comment on fait pour en arriver à colliger ces données-là pour les présenter ce soir? Voilà. Donc, les données, vous m'entendez bien? Les données qu'on a présentées, les ajouts à la canopée, les jeunes arbres sur les terrains publics, ce sont vraiment les interventions que la Ville a faites. Donc, les plantations qui ont été faites par la Ville sur des terrains qui appartiennent, qui sont publics. Donc, comme je disais, les parcs et espaces verts, les bordures de rue. Ensuite, les jeunes arbres donnés, ça, c'est dans le domaine privé. Donc, c'est des arbres qui ont été donnés par la Ville pour féliciter l'achat de nouvelles constructions à ses citoyens. Donc ça, c'est des données qu'on a. Ensuite, ce qu'on n'a pas, ce qui était juste en dessous de cette ligne-là, c'est plantation avec succès dans le domaine privé. Donc, on n'a pas le nombre d'arbres qui ont été plantés par les citoyens dans leur terrain parce qu'il n'y a pas d'obligation à demander un permis pour les plantations. Donc, on ne peut pas compiler ça. Voilà, c'est la limite de nos connaissances au niveau des ajouts. Ensuite, au niveau des retraits, on a indiqué les retraits qu'on sait, qu'on est certain, parce qu'on a émis des permis d'abattage. Donc, ce qu'on ne sait pas, outre les 5203 arbres abattus, ce qu'on ne sait pas, c'est combien d'arbres ont pu être abattus sans permis. Parce qu'on sait que c'est arrivé parce qu'on a attribué quand même certaines amendes, mais au-delà des contraventions qui ont été données, on sait qu'il y en a d'autres, mais on n'a pas de quantification là, qui a du sens là, de ce côté-là. Merci.
Autre question, parce qu'on a parlé des espèces ou des essences d'arbres qui ne pouvaient pas être plantées à l'heure actuelle pour différentes raisons. Une citoyenne se demande, par exemple, quelqu'un qui a un frêne, une personne qui a un frêne chez elle, est-ce qu'elle doit absolument le faire couper actuellement compte tenu de la problématique reliée à la grille du frêne, ou si cet arbre-là peut demeurer pour le moment dans sa cour jusqu'à temps qu'il y ait des problèmes déclarés? Qu'est-ce qui se passe finalement avec le frêne actuellement? Là? Ben, en fait, le frêne, on offre la possibilité aux citoyens, mais le but, c'est pas demain matin, il n'y a plus de frêne à Rivière-du-Loup. La grille, la dernière... si on veut, le dernier relevé qu'on a, c'est que la grille, on est sûr qu'elle est à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on ne sait même pas encore si on l'a à Rivière-du-Loup, quoiqu'on a quand même certains indices. Donc, présentement, à la ville, on est en train de faire des tests. Il y a certains frênes qui ont été, puis je vais en profiter en même temps pour en parler, il y a des frênes qui ont été annelés, c'est-à-dire qu'on a enlevé un petit bout d'écorce. Donc, si les gens voient ça, paniquez pas, c'est des arbres qui vont être à abattre cet automne, mais là, on veut simplement les stresser parce que s'il y a de la grille, si l'insecte se trouve dans le secteur, les arbres stressés vont émettre plus de produits chimiques qui vont attirer ces insectes-là qui vont pondre dedans. Puis à l'automne, on va faire un prélèvement à voir s'il y a de la grille ou non dans ces arbres-là. Donc déjà, ça va nous donner un bon indice. Si les gens en ont sur leur terrain, moi, je vous dirais, ben si vous n'avez 6-7, ben peut-être commencer à penser à enlever ceux qui sont moins beaux, garder les plus beaux. Donc, puis éventuellement, ben si malheureusement vos arbres sont infestés par la grille, ben vous aurez déjà un peu débuté votre renouvellement, si on veut. C'est un peu comme ce qu'on fait sur les terrains sportifs. Donc, on abat les moins beaux, on les remplace en se disant, ben le jour où ben nos arbres se font tous attaquer, on aura déjà un processus de remplacement d'entamé. Mais aucune panique. Si vous n'avez un sur votre terrain, vous pouvez le conserver jusqu'à ce que ça paraisse qu'il soit vraiment malade ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Parfait. Puis au bénéfice de tous, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être un signe apparent là, d'infestation sur un frêne? Comment ça se représente sur un arbre? C'est quoi les dégâts que la grille va faire sur les frênes? Oui, c'est une excellente question. En fait, il va y avoir des signes visuels assez importants. Ça va débuter par que le dessus de la cime, vraiment le haut complètement de l'arbre, va commencer à sécher. Donc, vous allez avoir des sections. Les sections les plus hautes de l'arbre vont commencer à dessécher. Il n'y aura plus de feuilles. L'arbre va éventuellement faire des branches adventives, des gourmands dans le bas de l'arbre. Donc, il va essayer de refaire des branches qu'il a perdues dans le haut. Il va essayer de les refaire en bas. Donc, visuellement, quand vous allez voir ça, c'est déjà un signe que votre arbre est quand même bien infesté d'agril. Puis malheureusement, quand on voit ça, souvent, ça fait déjà 3-4 ans que l'arbre est infecté. Donc, c'est ça qui est dommage avec cet insecte-là, c'est que lorsqu'on voit les signes, c'est déjà un peu trop tard, malheureusement. Monsieur Caillé, vous vouliez ajouter? Oui. Oui, ben en fait, ça ouvre la porte à une explication que beaucoup de gens pensent que la sève de l'arbre passe en plein milieu de l'arbre. Et alors que la sève circule juste sous l'écorce. Et la grille vient attaquer finalement la zone où la sève circule. Et c'est pour ça que finalement, votre tubulure qui amène la sève vers la cime se trouve à être coupée. Et là, vous n'avez plus d'eau qui monte en haut. Alors, pourquoi que j'en parle? C'est parce qu'on se rend compte souvent que malheureusement, avec le fouet à pelouse, on veut que ça soit très beau autour de l'arbre, puis on utilise le fouet à pelouse pour couper la pelouse. Puis sans le savoir, on abîme les arbres. On se trouve à tuer finalement l'écorce et on se trouve à tuer les cellules qui permettent à l'eau de monter. Puis on se ramasse avec un arbre qu'on a investi, puis on se ramasse avec un arbre qui meurt. Alors, juste comme information, la sève est juste sous l'écorce. Monsieur Bastille, vous avez une question? Oui, bien, merci, M. Tremblay. Je ne savais pas si on pouvait poser des questions, mais dans le fond, ma question, c'est à M. Grenier. Je sais que vous avez fait un survoi de la réglementation. On a parlé beaucoup du fait, qu'est-ce qui... on peut, mettons, émettre un permis pour abattre un arbre, les conditions pour ça, mais à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas abattre un arbre? Parce que souvent, des fois, il y a de l'incompréhension. C'est sûr qu'on peut parler de la santé de l'arbre. Dans notre réglementation aussi, on prévoit que tout dépendant de l'endroit où il est situé, s'il est près d'une résidence ou non, je sais qu'il y a un nombre de pieds ou de mètres. Fait que j'aimerais peut-être ça, si vous avez un petit peu le temps, là, juste d'expliquer
qu'est-ce qui fait qu'on peut refuser une coupe d'arbre? En fait, l'arbre pourrait être refusé pour, je vous dirais, différentes raisons. On en a eu de toutes sortes. Des gens qui nous ont dit, mon arbre, il fait des, je sais pas, ils ont un mélèze en cour arrière, mon arbre fait des aiguilles. Oui, mon arbre fait des feuilles. Oui, il fait des fruits. Oui, c'est un arbre. Au même titre que quelqu'un me dit, ouais, moi, j'aime pas mon chien, il fait caca. Oui, c'est un chien. Donc, l'arbre, malheureusement, pour certaines personnes, va causer des désagréments avec les feuilles, mais c'est la nature même de l'arbre. Ça pourrait être, on pourrait refuser parce que la personne veut juste pas le voir. Oui, mais bon, l'arbre souvent est là quand la personne achète la maison aussi. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Le terrain, quand on achète une maison, on peut avoir un coup de cœur sur la maison, mais il vient avec un environnement. Donc, quand on achète une maison, ça vient avec l'environnement qui vient avec. Des fois, on peut permettre justement l'abattage quand c'est pour un agrandissement ou comme construction. Mais si l'arbre est une certaine distance de la maison, le règlement stipule plus de 3 mètres, il est suffisamment loin pour faire les travaux. C'est sûr qu'il peut avoir des désagréments, mais ça fait partie. À un moment donné, il faut aussi évaluer la balance. Il faut bien jauger ce que l'arbre apporte versus les quelques petits désagréments qu'il peut avoir. Puis souvent, il va avoir, dans beaucoup de cas, de toute façon, il y a des solutions alternatives. Les gouttières qui se remplissent, maintenant, il y a des gouttières capées qui font très bien le travail. Il y a différentes façons comme ça de pallier certains désagréments, si on veut, que l'arbre peut faire. Mais écoutez, il y a vraiment toutes sortes de raisons, là. La liste est longue, là. Il y a des gens qui, ils me disent, si on voulait habiter dans le bois, on habiterait dans le bois, mais là, il y a juste un arbre sur le terrain. Donc, si l'arbre nuit pas en tant que tel, cause pas de dommages en tant que tel, il existe là, puis il apporte quand même ses bienfaits, dans ces cas-là, on peut refuser, évidemment, la coupe de l'arbre. Oui. Mme Gagnon? J'aimerais apporter une précision. On a parlé tout à l'heure du bilan de la canopée sur le territoire. On a nommé, dénombré le nombre de coupes d'arbres qui se fait sur le territoire. Puis on a le nombre de demandes de permis qui étaient disponibles aussi sous le même tableau. Oui. C'est un chiffre qui demeure intéressant parce qu'on se le fait dire de temps en temps, c'est difficile, vous voulez pas. Mais regardez les chiffres. En fait, on parle de plus de 6112 arbres qui font l'objet d'une demande d'abattage sur les 10 dernières années et 5203 ont été autorisés. Ça, c'est plus de 85 %. Alors, on s'entend que on n'est pas dans l'interdiction totale. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain recul par rapport à ces chiffres-là pour dire, OK, c'est vrai que on peut pas couper pour toutes les raisons, mais on a autorisé beaucoup de coupes. Alors, prenons les chiffres en entier qu'on a là pour considérer la question. Merci. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les interventions des citoyens. Avant de passer à une autre question, il faut aussi mentionner les commentaires qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit aussi. Donc, il y a 2 citoyennes qui se sont exprimées sur la présentation déjà en remerciant justement pour cette activité-là et en précisant que c'était intéressant et pertinent. Donc, je vous transmets, chers intervenants, les commentaires du public. On vous adresse des félicitations. Je vais revenir avec une autre question. À savoir, est-ce que si, par exemple, des gens ont besoin d'aide pour faire de l'émondage à la maison ou en tout cas des travaux sur des arbres qui sont sur leur propriété, est-ce que la Ville peut donner des conseils ou si nécessairement tout ce qui est en lien avec ça, les gens doivent faire affaire avec des firmes professionnelles? Est-ce qu'il y a une partie de conseil qui peut être donnée par la Ville en début de questionnement d'un propriétaire? Je vous dirais qu'on en fait quand même beaucoup. Des fois, le citoyen va appeler parce que il ne sait pas quoi faire avec son arbre. Donc, dans ces cas-là, on fait comme si c'était un permis d'arbre. Donc, on fait un peu une consultation. On va aller voir. Mais souvent, les gens, c'est parce qu'ils connaissent peu ce qu'ils peuvent faire, en fait. Fait que souvent, ils vont faire une demande d'abattage. On va aller là, puis l'arbre est en santé. Puis finalement, ils me disent, là, je ne sais pas trop quoi faire avec.
OK, on prend le temps. Il y a quand même effectivement beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire. Puis je dirais que la majorité du temps, les gens, quand ils veulent avoir l'information qu'on leur fournit, sont très contents, sont satisfaits. Puis après ça, ils savent déjà mieux comment s'orienter. Puis des fois, c'est des conseils assez basiques. Là. Ça peut être un peu comme j'expliquais tantôt, là, les notions de tire-sève. Ah, OK. Juste de comprendre comment fonctionne un arbre. La sève est sous l'écorce. Ah, OK, le centre de l'arbre, c'est du bois mort. Nos 2x4, c'est du bois mort, mais ils servent à solidifier l'arbre, à garder une certaine rigidité. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'aide qu'on peut apporter aux gens. Puis lorsqu'on fait un refus, parce que je voulais quand même y revenir, lorsqu'on va faire un refus d'abattage, ça ne sera pas juste un refus non, point, puis ça finit là. Il va y avoir une explication sur le refus non. Par contre, voici ce que vous pouvez faire pour réduire, je dirais pas éliminer, mais disons réduire les désagréments ou pour aider votre arbre à. Donc, c'est pas juste un non, il y a tout un volet consultatif qui vient avec ça, là, puis c'est fait en même temps, là. Autrement dit, pour un citoyen là, qui a des questions, il peut appeler au service de l'urbanisme pour justement avoir quelques réponses et éventuellement une consultation avec l'aide de la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Donc, pour ce faire, le 418-867-6699 pour rejoindre le service de l'urbanisme, 418-867-6699 pour toute question relative à des arbres sur des propriétés privées. Monsieur Lagacé, directeur général, avait une question. Je suis content d'avoir assisté à la rencontre. J'apprends plein de choses. Entre autres, j'ai une question. Mettons que je prends l'exemple de M. Grenier. J'ai un arbre que j'aime moins, que j'apprécie moins parce que je trouve qu'il n'est pas à la bonne place. Question d'ensoleillement ou whatever. Et puis, je m'adresse à la ville, puis on me dit, écoute, l'arbre est en santé, non, on ne serait pas d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de marchander, de dire, écoute, je l'apprécie vraiment pas, donc je l'enlève, mais en échange, je m'engage à en planter 3 autres. Est-ce que c'est possible ou pas? Le règlement actuel ne nous permet pas aux inspecteurs cette marge de manœuvre-là. Ouais, c'est ça. La réponse courte, c'est ça. Ça ne le permet pas. Mais il faut aussi prendre en considération que, admettons, dans un cas particulier, vous avez dans ce cas-là, le fictif, c'est un arbre qui a 60 ans. Il y a 60 ans, on n'avait pas la pollution qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le nombre de véhicules qu'on a aujourd'hui, les conditions urbaines étaient peut-être plus favorable à l'établissement des arbres. Donc, d'abattre un arbre de 60 ans pour dire je vais en replanter 3, ces 3-là, le cumulatif de ces 3-là, avant qu'ils atteignent ce 60 ans-là, ça va prendre beaucoup plus que 20 ans. Ça peut peut-être prendre 40, 50 ans. Fait qu'il y a quand même une perte importante lorsqu'on abat un arbre d'une certaine maturité. Parce que même si on replante, il faudra en planter des centaines pour arriver déjà à l'équivalent de ce gros arbre-là. Puis à long terme, ça ne veut pas dire qu'il va avoir la même évolution. Il y a plus de maladies aujourd'hui, on est dans les changements climatiques, les arbres, c'est plus stressé en ville, un peu comme nous. Et malheureusement, il y a plus de décès ou il y a plus de maladies qui vont les attaquer puis qui risquent de raccourcir leur existence avant qu'ils deviennent aussi gros que celui qu'on veut abattre, là, c'est sûr, mais dans un cas fictif, là, évidemment. OK. Merci beaucoup. Cool. Autre commentaire reçu, quelqu'un qui lance un cri du cœur à tous ses concitoyens et qui nous dit « Protégeons le parc des Chutes ». Peut-être saisir la balle au bon pour rappeler ce magnifique parc qui se trouve au cœur de nos vies, au cœur de la ville. Qu'est-ce qui est fait par la ville pour justement assurer une saine gestion de cet espace-là qui est majestueux? Qu'est-ce qui est fait pour le protéger et pour le développer à long terme? Je vais encore reprendre la parole. Excusez-moi tout le monde, j'ai l'impression de monopoliser. En fait, au Parc des Chutes, il y a un comité citoyen, comité aviseur du Parc des Chutes, puis ce comité-là est ouvert à tous. Fait que s'il y a des gens intéressés, ils peuvent contacter Mme Valérie Gauthier puis intégrer ce comité-là. En fait, le Parc des Chutes
faut pas oublier, c'est vraiment une forêt à l'état vraiment forêt. Donc, c'est pas juste comme le parc Blais ou des arbres avec la pelouse, c'est vraiment une belle forêt. Donc, je vous dirais que l'intervention au niveau arboricole est minimaliste. On veut quand même conserver une forêt pour les gens qui n'ont pas de l'eau à bois, qui ne peuvent pas aller marcher en forêt. Donc, ce qui est fait principalement au niveau sylvicole, c'est une sécurisation des sentiers. Donc, on sécurise les sentiers. À une certaine distance de chaque côté des sentiers, on va intervenir pour les arbres qui pourraient être dangereux pour les marcheurs, évidemment. Mais lorsqu'on dépasse une certaine distance du sentier, on laisse la nature suivre son cours. Oui, il y a des arbres qui tombent. Oui, il y a des arbres qui meurent. Moi, j'aime toujours dire qu'un arbre mort est toujours plus vivant qu'un arbre vivant. Pourquoi? Parce que dans un arbre mort, on va retrouver beaucoup d'insectes, on va retrouver des champignons, on va retrouver des lichens, on va retrouver des oiseaux. Ça foisonne de vie dans un arbre mort. Donc, on veut que le parc des Chutes soit un parc vivant. Donc, on limite vraiment les interventions à proximité des sentiers. Puis c'est pour ça aussi qu'on demande aux gens de rester dans les sentiers parce que plus le parc est piétiné, mais plus on va perdre certaines fleurs, certaines plantes. Puis donc, c'est ça, on limite vraiment là, au minimum, mais évidemment, s'il y a des arbres dangereux, on s'en occupe, on les sort. Puis depuis l'an passé, maintenant, le bois sorti est redistribué aux citoyens. Je pense que ça avait été une activité qui avait été, une action qui avait été très appréciée de la part des citoyens. Donc, on sort le bois, puis il était offert l'an passé au Carré du B, si ma mémoire est bonne, là. Donc, au moins, les citoyens peuvent profiter de cette production de bois-là du Parc des Chutes. Merci. Autre commentaire reçu, on me dit 3 mètres, c'est très peu pour un arbre. Le système racinaire sera assurément problématique au niveau du drain français de la maison et des fondations. Pour de petits arbres, OK, mais certainement pas pour un érable. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent commenter. Eh bien, en fait, pour la fondation, c'est parce qu'il y a plusieurs choses. Malheureusement, les gens ne connaissent pas beaucoup comment un arbre pousse. Donc, au niveau racinaire, puis c'est la même chose au niveau, dans le fond, des branches. Lorsque l'arbre pousse, on pourrait dire qu'il pousse en 2 parties. La première croissance se fait de façon molle, c'est-à-dire que si par exemple vous prenez une épinette, là, sont à la veille de débourrer, la première pousse d'épinette va être verte très tendre. Vous pouvez couper ça avec votre ongle. C'est très très peu solide. Les racines, ça va être la même chose, donc vont pousser de façon un peu molle et par la suite, il va y avoir un aoutement où il va avoir une lignification. Donc, après ça, il va devenir rigide. Donc là, après ça, c'est plus solide. Mais une racine ne peut pas percer un solage. Elle peut s'infiltrer dans une fissure, oui, mais elle ne peut pas non plus écarteler la fissure. Elle va se mouler à la fissure. Malheureusement, souvent les gens pensent que c'est la racine qui a fait écarteler le solage, mais en fait, c'est surtout les gels-dégels, des sols qui vont être très argileux. Donc, durant l'été, vont s'assécher. Puis là, la dilatation de ce sol-là bouge, fait fissurer les solages. Pour ce qui est des drains de fondation, oui, cependant, lorsque le drain de fondation est bien installé et bien fait, ça réduit vraiment au maximum la possibilité qu'une racine rentre. J'ai vu souvent des drains de fondation, un drain mis dans le fond puis renterré avec de la terre. Malheureusement, ça veut dire qu'il y a quand même des petites particules de terre qui vont s'infiltrer dans le drain. Le drain peut bouger un peu. C'est des milieux propices pour les racines parce qu'on a des nutriments, on a de l'air, on a de l'eau. Donc, malheureusement, s'il y a une racine qui rentre là-dedans, l'arbre, lui, s'il a trouvé qu'il y avait le jackpot, il va envoyer le maximum d'hormones pour que les racines poussent dans ce milieu-là. Mais si le drain est fait correctement, c'est-à-dire avec la pierre nette, avec un géotextile. Donc là, ce drain-là, en tant que tel, ne se remplira probablement pas de petites particules de terre, donc pas de minéraux. L'eau s'écoule bien, il y a juste de l'air. Il n'y a aucun intérêt à avoir si une racine qui rentre là, l'arbre n'enverra pas d'hormones pour qu'elle croît parce qu'il n'y a rien qu'il faut pour qu'elle pousse. Donc, oui et non à la réponse, là. Évidemment, oui, si on arrive avec des vieilles infrastructures ou des infrastructures faites de façon un peu inadéquate, pas selon les normes d'aujourd'hui, mais si c'est fait selon les normes d'aujourd'hui, en théorie, il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude. Madame Vignier? On a vu l'année passée, en face de l'hôtel de ville, être obligé de couper 2 gros arbres sûrement centenaires, là, M. Grenier. Là, mais
le constat qu'on fait de ça dans notre politique de l'arbre, est-ce que on va considérer une façon d'entretenir nos arbres, parce que la ville, on a quand même une responsabilité, on en a beaucoup sur notre territoire. Est-ce que dans notre politique de l'arbre, il va y avoir une façon d'entretenir nos arbres pour les protéger, pour voir venir s'il y a quelque chose, parce qu'on a coupé beaucoup de branches autour là, de l'hôtel de ville aussi l'année passée. Donc, je me posais la question, est-ce qu'on aurait pu éviter de couper ces deux beaux arbres-là en avant de l'hôtel de ville si on avait fait un entretien plus adéquat? Ou c'est ma question, parce que pour le futur, il faudrait peut-être agir différemment parce que des arbres centenaires, on en a beaucoup dans tous nos parcs. Là, ça fait que donc, je me demandais si ça allait faire partie de notre politique. Oui, je vais débuter, puis si jamais mes collègues veulent compléter, je vais les laisser faire. En fait, dans l'axe d'intervention 2 du plan d'action, on prévoit une stratégie qui s'appelle maintenir la beauté et la prospérité des arbres. Et là, on s'adresse aux arbres adultes, matures, pour avoir un programme d'inspection et de vérification de leur état et de leur entretien. Donc, c'est là qu'on l'a intégré. On a intégré un élément qui se ressemble à ça à chaque étape de vie, là, dans le fond, à la plantation, de vraiment bien donner des conditions favorables. Ensuite, quand l'arbre grandit, là, sa période de jeunesse, là, si on veut, d'avoir certains contrôles et certaines éducations de l'arbre. Et ensuite, quand on s'adresse aux arbres plus matures, oui, c'est sûr qu'on a des besoins de faire des vérifications, des inspections périodiques ou annuelles et de planifier les entretiens qui vont être requis pour minimiser les risques, les menaces à ces arbres-là. Effectivement, dans les constats qu'on avait identifiés, il y avait l'absence d'une politique ou d'une programmation d'entretien des arbres. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui doit se travailler pendant des années avant qu'on voit les bénéfices. Où là, on commence à récolter, malheureusement, l'impact de cette absence-là dans les arbres, entre autres, qu'on a dû couper devant l'hôtel de ville, qui avait eu des champignons, je crois, qui étaient entrés. Là, c'est plus mes collègues qui vont pouvoir préciser. Et certainement qu'on va encore voir ça sur notre territoire, même si on l'adopte aujourd'hui, la politique, pas aujourd'hui, mais cette année, la politique, ça va prendre plusieurs années avant qu'on puisse redresser la situation parce qu'on avait une absence auparavant au niveau de l'entretien. Voilà. Monsieur Caillé, est-ce que vous voulez compléter ou je poursuis? Oui, OK. Moi, je poursuivrais sur deux petits éléments peut-être plus techniques, quand même intéressants au niveau de ces deux arbres-là, entre autres. En fait, il y en a même eu plus que deux. Il y en a eu deux autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, l'entretien, tout à fait d'accord, mais à la base, avant même ça, au niveau des arbres à l'hôtel de ville, il y a quand même eu des travaux qui ont été faits. Il faut considérer, souvent on regarde le feuillage, puis on s'attarde beaucoup à ce qui sort de terre. Malheureusement, dans le cas d'un des arbres à la ville, à l'hôtel de ville, c'est plus au niveau racinaire qu'il y a eu des petits problèmes. Lorsqu'il y a eu des travaux il y a quelques années à l'hôtel de ville, il y a quand même eu je ne sais pas en français, là, mais c'est des Skytrack, là, des gros tracteurs qui se sont promenés un petit peu partout devant l'hôtel de ville. Je pense que c'était pour refaire les fenêtres ou quelque chose du genre, ce qui est tout à fait normal. Mais comme il n'y avait pas de zone de protection autour des arbres, de zone de protection optimale, les tracteurs se sont promenés un petit peu partout. Puis malheureusement, un des arabes argentés qui était à proximité de l'hôtel de ville, là, maintenant, il y a comme un bloc de béton qui est mis à cet endroit-là, probablement que lui, effectivement, les tracteurs qui ont passé, qui ont un certain poids, ont brisé le système racinaire. Donc, l'arbre est resté beau pendant quelques années, puis à un moment donné, il a commencé à dépérir tranquillement pour on ne sait quelle raison, mais en fait, c'est probablement, c'est souvent au niveau racinaire, puis racinaire, on le voit toujours comme 4, 5, 10 ans plus tard. Et deuxième facteur, pour nos deux beaux arbres qui étaient sur le devant de l'hôtel de ville, lorsque le terrassement a été refait, malheureusement, il y a eu un petit rehaussement de sol et les pieds des arbres avaient été légèrement enterrés
pas énormément. On parle d'à peu près un 5 cm, mais c'est suffisant. Cette écorce-là est faite pour être à l'extérieur du sol et non sous le sol. Donc, juste de remblayer des fois un peu, malheureusement, dans ces cas-là, on a vu apparaître qu'il y avait des champignons au niveau du pied de l'arbre, ce qui a été créé fort probablement justement par ces petits remblais-là qui sont pas adéquats, si on veut, pour des arbres comme ça, qui étaient matures, mais bon, est-ce qu'ils étaient en déclin? Peut-être pas encore, mais il aurait pu encore être là pendant quelques années, effectivement. Et ce sont des arbres, je pense que Mme Vignet posait la question ou avait avancé un nombre d'années. Il me semble avoir vu des échanges à ce sujet-là, comme quoi ces arbres-là pouvaient peut-être avoir une 60aine d'années au bénéfice de ceux qui l'avaient remarqué. Oui, ça, c'est peut-être au niveau des photos. Peut-être que Mme Martin à l'Hôtel de Ville, avec les photos d'archives, pourrait plus vous dire exactement l'âge, mais je pense que c'était peut-être autour d'une 60aine d'années. Parfait. Madame Gagnon? Je voudrais juste compléter, vu que, eh bien, au niveau du plan d'action, on a aussi des mesures par rapport aux travaux de construction, donc de faire de l'information et d'accompagner les constructeurs, les entrepreneurs pour qu'on ait des meilleures pratiques de protection des arbres pendant les travaux. Donc, ça aussi, ça aurait aidé à protéger les racines si on avait appliqué les mesures adéquates là, pour protéger dans une certaine proximité des arbres. Voilà. Je saisis encore une fois la balle au bon là, pour peut-être informer les personnes qui s'intéressent. On a appris aujourd'hui que malheureusement, il allait y avoir coupe d'arbres au niveau de la bibliothèque, là, les travaux qui sont faits pour l'agrandissement de la bibliothèque Françoise Bédard. On a eu la confirmation qu'il allait y avoir au moins un arbre de coupé. Donc, on sait qu'il y a des arbres assez intéressants dans ce secteur-là, dans la partie arrière là, de la bibliothèque. Donc, voilà, là, quand même, le message est passé. C'est sûr que dans les chantiers comme ça, puis peut-être, M. Grenier, vous pourriez compléter par la suite, dans les chantiers comme ça, il y a des choix parfois qui doivent être faits. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour protéger les arbres existants, notamment les systèmes racinaires, mais dans des arbres relativement plus âgés, j'imagine que c'est plus difficile de protéger l'ensemble du système racinaire, puis qu'il y a une perte à long terme, là, mais en tout cas, M. Grenier, pour compléter. Oui, ben en fait, c'est bien que vous parliez de ça parce que j'étais justement là ce matin avec des gens des travaux publics. Puis évidemment, il y a à un moment donné, bon, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Effectivement, il y a au moins un arbre qu'on sait qui va être à abattre. Par contre, il y a un gros arbre. Là, je regardais avec l'ingénieur, puis il me disait où les conduites allaient passer. Puis on travaille beaucoup de concert, donc à la fin de la rencontre, ben il va faire tout son possible pour déplacer la conduite des fois de 1 mètre ou peut-être 1,5 mètres pour nous donner suffisamment de jeu pour être capable de conserver en tout cas ce qu'on pense être le plus vieil arbre de ce coin-là, si on veut, ou l'effigie de la reine, là, ou ben pas l'effigie, mais la plaquette de la reine. Donc, il y a un gros érable là. Donc, disons que les travaux publics travaillent fort là, pour regarder, de voir la possibilité de déplacer la conduite d'aqueduc justement de quelques pieds, quelques mètres pour donner un peu plus de latitude à cet arbre-là. Mais des fois, malheureusement, on change les niveaux de sol. Puis comme je le disais tantôt, c'est sûr que faire un remblai de 2 pieds sur un arbre, oui, on peut le laisser là, mais éventuellement, il peut devenir dangereux puis on ne veut pas aller là. Tant qu'à ça, on est mieux de dire, bon, on l'enlève tout de suite. Puis on va faire des structures souterraines plus intéressantes pour le prochain arbre qu'on va planter. Il y aura plus de disposition pour ses racines, ces choses-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède dans ces cas-là. Parfait. On a parlé de l'hôtel de ville. Il y a d'autres questions là, qui sont entrées par rapport à certaines situations qui sont vécues par des propriétaires. Aussi des commentaires. On nous dit belle présentation. Prochaine question. Donc, j'aimerais savoir s'il pourrait être possible d'interdire les coupes à blanc pour construire de nouveaux développements, comme nous avons pu le constater à Saint-Ludger, par exemple. Je comprends que c'est facilitant pour l'entrepreneur, mais il me semble que c'est dramatique pour la biodiversité de l'endroit. Aussi, une belle forêt de bouleaux a été coupée derrière la garderie La Clé des Bois pour construire une résidence privée. Cette forêt créait un petit îlot de fraîcheur pour les enfants qui sont maintenant plein soleil. Y a-t-il une considération pour ce genre de conséquences lorsqu'on permet aux gens de couper des forêts pour construire leur demeure?
Bon, au niveau réglementaire actuellement, ben c'est sûr que normalement, ça demande quand même des permis, mais il y a une espèce de zone un peu floue, une zone grise, si on veut, lorsque un promoteur arrive, puis bon, il veut faire ses rues, veut faire les cadastres, tout ça. Donc là, à l'heure actuelle, il y a un peu une zone grise à ce niveau-là. La forêt de Bouleau, là, je ne sais pas exactement c'est où, là, ça m'échappe, là. Ça, je suis pas au courant derrière quelle garderie puis où. Ça, j'ai malheureusement pas compris là, cet endroit-là. Là, je le figure pas là, mais fait que je peux difficilement en parler. Là. Il y a des collègues qui connaissent ce secteur, donc on parle de la garderie La Clé des Bois. Non, on fera des recherches. Je vais poser une autre question, on fera des recherches pour y revenir. Par contre, je voulais revenir sur la première question. Oui. Est-ce qu'il pourrait être possible d'interdire donc ce type de coupe-là lorsqu'il y a un lotissement de terrain pour faire des résidences? Bon, donc, on parle de la possibilité d'amener une interdiction éventuellement ou des contraintes là, pour éviter qu'il y ait des coupes entières dans des secteurs précis. Là. Bon, dans la politique qu'on propose, le plan d'action, on a toute la section protéger les arbres, la stratégie protéger les arbres en vue des travaux de construction, qui est dans l'axe 2, là, de protéger et augmenter la forêt urbaine. Et il y a une des actions qui est proposée, c'est de favoriser le maintien des arbres lors des développements en milieu boisé. On est en mode accompagnement, éducation là, de ce côté-là. C'est ce qui est proposé dans la politique, mais c'est certainement, on est ouvert aux commentaires. Donc, je pense que ça fait partie de l'objet de cette consultation-là. Pour l'instant, dans la politique, il n'y a pas une interdiction qui est prévue. Là. Monsieur Lagacé? Juste préciser, au cours des derniers mois, moi, j'ai vu 2 projets de promoteurs dans lesquels la présentation, les promoteurs étaient sensibles à protéger le plus possible les arbres en faisant leur infrastructure de rue puis en préparant le lotissement. Alors, je pense que de plus en plus, les gens sont conscients de cette importance-là, des arbres dans le milieu et on l'a vu tout à l'heure, ça a une valeur, les arbres, lorsque les gens veulent acheter une propriété. Donc, un promoteur a tout intérêt à préserver ces arbres-là autant que possible parce que ça augmente la plus-value du terrain pour la revente future lorsqu'il voudra aller chercher le pécule de son travail dans le développement du secteur donné. Voilà, merci. Mm-hmm. Petite précision pour le CPE, la Clé des Bois, c'est le CPE qui est sur la rue Frontenac, là, tout juste près de Armenterio. Dans le fond, il y a une résidence privée qui s'est construite en promontoire. Donc, on parle de cette forêt-là à l'arrière, là, qui était, semble-t-il, une forêt de bouleaux. Donc, y a-t-il une considération pour ce genre de conséquences? Alors, je constate qu'on a quand même répondu à la question. J'avais vu une main levée aussi parmi mes collègues, M. Rouet-Gagné. En fait, souvent, ce qu'on voit dans les bonnes pratiques, c'est plutôt qu'adopter une approche complètement d'interdiction de couper. On va plutôt y aller avec conserver un pourcentage des arbres naturels sur le terrain, par exemple à l'échelle de 25 % de la parcelle. Ou ce qu'on va faire, c'est une gradation en fonction de la grandeur des terrains, mais un terrain de X mètres carrés aura à garder 10 % de sa superficie boisée. Ou plus le terrain est grand, plus le pourcentage de superficie boisée pourrait être conservé. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les pratiques en urbanisme là, pour conserver un certain couvert forestier. Malgré tout, les approches, il y a toujours une certaine dimension de cas par cas dans les développements immobiliers. Il y a des endroits pour, par exemple, s'assurer d'un passage adéquat des services ou des emprises de rue, il faut changer un peu les dénivellations de terrain. Donc, on l'a vu tantôt, dès qu'on joue un petit peu les niveaux, ça peut impacter les arbres, ça peut créer des difficultés. Donc, malgré les bonnes intentions, malgré les bonnes pratiques, il reste toujours un certain cas par cas qui fait que ça peut être plus compliqué de conserver des arbres. Mais malgré tout, il existe des bonnes pratiques qui vont dans le sens de pourcentage de conservation d'arbres naturels sur le terrain. Parfait, merci.
Je vois le temps passer. Peut-être un rappel aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui se joignent à nous. Ce qu'on fait ce soir, donc, présentation d'un projet, d'une proposition de politique de l'arbre pour la ville de Rivière-du-Loup. Il y a eu également présentation de la réglementation qui est actuellement en vigueur là, à l'intention des citoyens de Rivière-du-Loup sur la question de l'arbre. Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire avec les arbres sur les propriétés privées. Donc, il y a actuellement discussion avec les différents experts qui ont été invités ce soir pour faire des présentations et la population sur, en fait, tout ce qui touche la gestion des arbres sur le territoire louperivois. C'est le moment de poser vos questions. Il y a plusieurs précisions qui ont été apportées déjà ce soir. C'est assez intéressant de voir, et comme le disait M. Lagacé, le directeur général, on en apprend toujours, même si on travaille nous-mêmes à la ville. Il y a toujours des faits nouveaux à apprendre, puis c'est très intéressant de le faire ce soir avec vous. Avant de passer à d'autres questions, donc, je vais rappeler que présentement, dans le site Internet de la ville, c'est-à-dire à l'adresse ville.rdl.ca, dans la page présentation publique que vous allez trouver dans le menu Ville, sur la page d'accueil du site Internet, vous allez trouver les documents de ce soir, donc les présentations PowerPoint qui ont été faites par mes collègues, ainsi que le document de présentation de la proposition de nouvelles politiques de l'arbre pour, si vous voulez vous informer, vous renseigner sur le sujet. Je vous invite par ailleurs, peut-être une dernière fois ce soir, à communiquer avec nous pour pouvoir répondre à vos questions, même prendre vos commentaires, alimenter la discussion. Vous le faites par courriel à l'adresse courriel ville, VILLE, à commercial, villerdl.ca. Donc, ville à commercial villerdl.ca. Vous pouvez également nous joindre via la page Facebook de la ville de Rivière-du-Loup. On vous demande autant que possible d'utiliser la messagerie privée, donc le système Messenger qui est intégré à la page Facebook de la ville de Rivière-du-Loup. Écoutez, je prends d'autres commentaires qui sont entrés. On me dit encore merci beaucoup, très intéressant ce soir. On en apprend beaucoup avec les présentations, donc ça rejoint les commentaires qu'on vient de faire. J'ai une autre question ici. Donc, un cas précis. Ma maison est située en zone agricole. Est-ce que je dois demander un permis pour abattre un arbre sur mon terrain? Donc, question intéressante, faire peut-être la distinction entre pas le périmètre urbain, mais disons la zone un petit peu plus urbaine de la ville et les secteurs un peu plus ruraux. Est-ce qu'un permis est nécessaire pour abattre un arbre dans un secteur agricole de la ville? Première question. Deuxième sous-question, quelles sont les variétés d'arbres que la ville donnera demain et samedi, puis on va le répéter plus tard, il y a distribution d'arbres demain matin et samedi matin sur réservation. On demande donc en sous-question quelles sont les essences d'arbres qui seront distribuées. Pour ce qui est des endroits où le permis est nécessaire, en fait, c'est tout le périmètre urbain avec quelques zones ajoutées. Règle générale, puis peut-être que M. Thomas Ruet-Gagné pourra compléter, mais normalement, les zones agricoles, si ma mémoire est bonne, n'en font pas partie, mais il y a quand même des zones qui ont été rajoutées en dehors du périmètre d'urbanisation pour s'assurer d'avoir une certaine cohésion. Mais en milieu agricole, me semble, à moins qu'on me fasse signe que non, mais je crois que c'est la bonne réponse. Effectivement, j'irai dans le même sens que M. Grenier. Par contre, M. Tremblay, si vous êtes en mesure de prendre les coordonnées de cette personne-là, qu'on puisse lui répondre là, avec toute la précision requise à la lecture du règlement, là, soit demain ou en début de semaine prochaine, ce serait la meilleure des options. Oui, puis en fait, si les gens ne sont pas certains, vaut mieux appeler pour se le faire confirmer que de faire un abattage puis se rendre compte après qu'on est en infraction. La demande d'information ne coûte rien, le permis ne coûte rien de toute façon non plus, donc mieux vaut juste s'assurer qu'on est correct avant de procéder. Là. C'est le conseil que j'aurais à donner là, aux citoyens. Monsieur Drapeau? Merci beaucoup. Écoutez, M. Grenier vient de répondre un petit peu. Ce que je voulais faire, c'est aviser la population que
Pour abattre un arbre, ben, ça prend un permis. Il faut faire la demande. Si vous faites l'abattage et vous n'avez pas de permis, vous vous exposez malheureusement à des sommes qui vont être peut-être à payer et c'est très lourd de conséquences. Donc, un petit rappel amical, faites votre demande en bonne et due forme. Vous allez être accompagné dans le processus et votre portefeuille s'en portera mieux. Merci. Merci, M. Drapeau. Bon, si je peux compléter sur les essences. Excuse. Oui, c'est ça. Je voulais revenir sur les essences donc, qui allaient être distribuées demain matin et samedi matin. Oui, donc si je peux continuer, je peux répondre à cette question-là. En fait, les essences qu'on a reçues dans le cadre du mois de l'arbre, c'est du bouleau jaune, des érables à sucre, des érables rouges et des épinettes blanches. Malheureusement, je peux déjà vous dire qu'avec les réservations qu'on a reçues, les 2 sortes d'érables ne sont plus disponibles. Alors, les réservations sont encore possibles pour les bouleaux jaunes et les épinettes blanches. Et il y a également le compost qui est disponible en même temps quand vous choisissez samedi matin d'aller au Carré du Bay, là, sur réservation toujours. Merci. Oui, je vais peut-être en profiter justement pour redonner la démarche là, pour s'inscrire, pour réserver des arbres pour la distribution qui aura lieu, on le répète, demain matin ainsi que samedi matin. Alors, vous devez vous rendre encore une fois sur le site Internet de la Ville à l'adresse villerdl.ca/mes loisirs au pluriel, donc villerdl.ca/mes loisirs. Ça a l'air un petit peu particulier, c'est qu'on se sert de la plateforme d'inscription pour les loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup pour procéder à l'inscription et permettre une distribution d'arbres donc demain matin et samedi matin sur réservation. Je reçois d'autres commentaires, donc on dit encore très intéressant comme présentation. Bravo pour la démarche. Je reçois une autre question aussi. On me dit « Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi vous exigez absolument un arbre en cour avant s'il y en a déjà beaucoup plus que demandé en cour arrière? » En fait, la cour avant, je vous ferai une figure, puis je me veux pas méchant ou quoi que ce soit, là, c'est juste prenez une rue très large, pas d'arbres. Donc, prenez celle que vous voulez à Rivière-du-Loup, là, regardez-la, puis après ça, prenez une rue boisée, Saint-François, une rue boisée. Donc, les arbres en cour avant offrent quand même, oui, certains avantages pour le propriétaire, offrent aussi des avantages je vous dirais à la société en général. On vient couvrir les rues, on vient couvrir les trottoirs. Dans des milieux où il y a des commerces, c'est prouvé, il y a des études qui le prouvent que les arbres dans une rue commerciale augmentent la fréquentation de ces commerces-là, vont même augmenter, si on veut, l'argent dépensé dans les commerces. Donc, d'avoir des arbres en cour avant va prolonger la durée de vie de l'asphalte, qui va moins chauffer au soleil. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir des arbres en cour avant. Donc, c'est pour ça qu'on encourage vraiment les gens à respecter et à avoir leur arbre en cour avant. S'il y a des gens qui connaissent bien Québec, si on se promène dans le vieux Sillery, c'est des rues qui sont vraiment ombragées. Ça a un cachet quand même assez exceptionnel. D'avoir des arbres sur un terrain, oui, ça va augmenter votre valeur, mais la valeur d'une maison n'est pas que de la valeur de la maison ou l'attrait de la maison, c'est aussi l'attrait du quartier. Une rue qui a des arbres, une rue où il fait bon vivre, où visuellement il fait bon vivre, bien, c'est sûr que c'est plus attrayant qu'une rue qui est complètement dénudée, qui est asphaltée, qui est beaucoup plus chaude durant l'été. Donc, le but, comme un peu Mme Gagnon disait tantôt, on veut une ville attractive, on veut une ville où les gens, waouh, c'est beau, c'est ici, je veux venir vivre. Bien, ça passe en partie avec les arbres en cour avant. C'est exactement ça. L'arbre en cour avant, c'est le cadeau qu'on offre à notre communauté. Hein, qui sert comme infrastructure à toute la communauté. L'arbre en cour arrière est beaucoup plus pour nous. Hein. C'est sûr qu'il y a des bienfaits pour la communauté aussi, mais on ne va pas tout chercher. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui aimeraient prendre la parole parmi ceux qui sont présents ce soir via la plateforme Zoom?
Parfait. Je n'ai pas d'autres. En fait, il me reste une question à savoir et je voulais y venir de toute façon en fin de rencontre. Alors, avant de passer à cette dernière question-là, c'est pour ça que je voulais faire un tour on va appeler ça un tour de table, à savoir est-ce qu'il y a parmi les gens donc, qui ont fait des présentations ce soir, parmi les élus qui se trouvent avec nous ce soir, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ajouter certains commentaires par rapport à tout ce qui a été vu ce soir, par rapport à la gestion de l'arbre de façon globale à Rivière-du-Loup? Alors, je vous lance l'invitation ou peut-être vous-même, vous aurez envie de faire une invitation à la population. Alors, je vous écoute. Monsieur Lagacé? Écoutez, juste inviter les gens à participer au sondage. Il y a un sondage qui suit cette présentation-là ce soir. Alors, n'hésitez pas à aller donner votre opinion. C'est important. La ville de Rivière-du-Loup, elle est là d'abord pour vous. Alors, c'est important de savoir ce que vous attendez de nous en lien avec la politique de l'arbre, puis la réglementation aussi applicable au niveau de la protection et de la vie des arbres sur notre territoire. Merci. Effectivement, très belle entrée en matière pour parler du sondage que nous avons mis en ligne aujourd'hui même pour soutenir cette démarche de consultation publique qui, comme je le disais d'entrée de jeu, prend une forme un petit peu plus particulière compte tenu des mesures sanitaires toujours en place. Espérons que ça s'atténue dans les prochaines semaines, mais pour le moment, c'était quand même important pour nous là, de tenir cette consultation publique-là. Mais maintenant qu'on a débroussaillé le sujet ensemble, pour pas faire de jeu de mots, il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Il y a des gens qui auront besoin d'aller voir la proposition de politique de l'arbre. Il y a des gens qui auront besoin de prendre le temps d'évaluer les tenants aboutissants de toute la question de la gestion de l'arbre à Rivière-du-Loup. Donc, le document, je rappelle, est disponible dans le site web de la ville de Rivière-du-Loup. Toute l'information se trouve là. Le sondage, donc, qui a été mis en place jusqu'au 11 juin. Donc, on vous donne, grosso modo, 2 semaines pour prendre le temps de décanter tout ça et de faire des propositions, de poser les questions qui vous viendront éventuellement sur la question de la gestion de l'arbre, sur tout ce qui se passe du côté dans le dossier de l'arbre à Rivière-du-Loup, on va appeler ça comme ça. Donc, c'est important pour nous de recueillir vos commentaires, de continuer à répondre à des questions pour nous-mêmes faire notre travail en tant qu'employé de la ville pour arriver à quelque chose, finalement, un produit fini qui réponde aux besoins de la population. Donc, je répète, sondage en ligne dès ce soir dans le site web de la ville de Rivière-du-Loup est disponible jusqu'au 11 juin. Vous pouvez y accéder facilement à l'adresse villerdl.ca/sondage au pluriel. Je répète, villerdl.ca/sondage au pluriel. Alors, un plaisir d'avance de recevoir vos questions, commentaires. On a parlé donc de la... Oui, Mme Vignier? J'aimerais dire tout d'abord pourquoi on parle de ça. C'est qu'on avait beaucoup de commentaires, les élus, concernant justement ce que Mme Marianne disait tantôt. La ville, on était fermé à la coupe d'arbres, on donnait pas de permis. Puis qu'on s'est dit, on a réalisé dans le temps, avec tous les dossiers qui nous arrivaient, que l'information et la connaissance manquaient à nos citoyens. Et je pense que de faire ça ce soir, de partager avec les citoyens toutes les connaissances qu'on a eues, va amener une vision différente de notre façon de gérer les arbres sur le territoire. Donc, moi, je tenais à remercier nos équipes, là, nos professionnels, tout le monde qui est là ce soir, d'avoir travaillé sur ce projet-là, puis de nous aider tout le monde à voir ça de façon différente, au lieu de voir ça comme un empêchement, mais de le voir comme une beauté, puis de voir qu'il y a peut-être des solutions qu'on n'a pas pensées, puis si on consulte, on va peut-être trouver des choses pour améliorer les situations. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à ça, et je pense que de répondre au sondage, donner votre opinion,
parce que c'est tout à fait important. Si on veut avoir une belle ville, bien, il faut que tout le monde on travaille dans le même sens pour essayer d'apporter des éléments de beauté, parce que les paysages ici ils sont merveilleux. Puis l'hiver, avec nos arbres de couleur, nos feuilles d'automne, c'est de toute beauté. Donc, je pense que la connaissance ce soir que vous avez sûrement appris va peut-être changer votre perception des choses, et souhaitons que notre politique de l'arbre va faire en sorte qu'on va devenir une ville qui va bien protéger ses arbres et faire en sorte que ses citoyens vont être heureux d'en posséder. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup, Mme Vignet. Donc, je voudrais quand même prendre quelques secondes pour remercier tous les intervenants qui ont pris la parole ce soir pour apporter des éclaircissements. Je voudrais aussi remercier encore une fois les gens de MaTV Rivière-du-Loup qui ont rendu cette soirée-là possible dans les circonstances actuelles pour rejoindre un maximum de citoyens de Rivière-du-Loup, particulièrement Luc Chamberlain à la régie, Mathieu Beauregard pour son ouverture pour ce type de programmation. Je voudrais remercier aussi Karine Plourde dans mon équipe pour la coordination de la soirée et la gestion des médias sociaux ce soir. On a reçu quand même plusieurs questions et commentaires. Merci surtout à vous à la maison, à tous les citoyens de Rivière-du-Loup pour votre participation. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là, vous êtes intéressés par ce qui se passe en ville et que vous participez à cette vie démocratique-là qu'on a ici à Rivière-du-Loup. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci à tous de votre présence. Une excellente fin de soirée. Merci.